Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui sur Les gens de notre invité, c'est Kev Adams qui vient nous parler de Maison de retraite 2, son nouveau film. Après le succès de Maison de retraite 1, où ils ont fait plus de 2 millions et quelques entrées, il va venir nous parler du deuxième film. Il va venir nous parler aussi de sa carrière. Il m'a dit, écoute, on se fait une interview où tu me poses toutes les questions sur les échecs, sur les moments qui ont été compliqués de ma carrière, sur les moments où vraiment il a eu des gros succès. Il va nous raconter tout ça. Juste, vous pouvez nous retrouver aussi, c'est 2 minutes, vous pouvez ouvrir Instagram et nous retrouver Les gens de médias sur Insta. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. On met aussi des news la journée. On fait des petits reportages, il se passe plein de choses. Et sachez juste qu'on est dispo tous les mercredis, les vendredis et les dimanches pour une interview sur la chaîne YouTube de Légende. Donc n'hésitez pas à prendre 2 secondes si vous nous regardez ici sur l'interview, à liker la vidéo, à mettre des commentaires tout au long de l'émission si vous voulez. Comme ça, moi j'adore les lire aussi le soir pour voir un peu ce que vous en avez pensé. Je lis beaucoup aussi vos demandes. Quand parfois vous voulez, je sais pas, plus d'un truc ou plus de types d'invités, etc. J'essaye de regarder au maximum et d'appliquer toutes vos demandes, à mettre la petite cloche, comme ça vous avez les notifications et à vous abonner de plus en plus nombreux. Merci 1000 fois. C'est parti avec l'interview de Kev Adams. Salut les amis, c'est Kev Adams. Je suis ici à l'occasion de la sortie de Maison de retraite 2 sur Légende avec Guillaume Play. Let's go. Il a quand même regardé le nom pour pas se tromper. Je fais toujours pareil à chaque émission. Hein. Ouais, mais je t'ai vu. Mais parce qu'il est cool votre logo, tu vois. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Tiens, je vais te reprendre le clap. Merci beaucoup. Bienvenue, c'est plaisir de t'avoir. Bah écoute, trop content d'être là. Ça fait trop plaisir. Vraiment, merci de me recevoir. Écoute, je suis attentivement. Déjà, Maison de retraite 2, je l'ai vu. Tu m'as envoyé un lien pour que je puisse le voir avant, pour savoir de quoi on parle. Parce qu'il faut préparer l'interview quand même quelques jours avant la sortie pour vous expliquer. Et je te remercie de l'avoir vu, puisque c'est pas le cas de tous les journalistes. Parfois, il y en a qui te reçoivent vraiment sans le voir. Parfois, on envoie le film, mais après, c'est pas toujours méchant. Parfois, ils ont pas le temps, tu vois, dans leur planning, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable de parler d'un film avec des gens qui l'ont vu. Il y en a qui font semblant de l'avoir vu et quand tu leur parles, tu vois bien que c'est pas vrai. Ouais. Moi, j'ai déjà fait des pièges en interview. C'est vrai. J'ai déjà dit, vous trouvez comment le rôle de Robin? Et ils me disent vachement intéressant, Robin. Vachement. Il y a pas de Robin, c'est ça? C'est drôle, les interviews. Mais après, c'est un truc que tu n'affectionnes pas particulièrement ou ça va? Parce que c'est pas toujours agréable, une interview, quand tu vois, parfois les médias vont te piquer, vont te chercher. Le problème des médias, je trouve, de nos jours, c'est qu'on cherche la grande ligne, ou l'extrait qui va faire de la vue, ou la punchline qu'on va pouvoir mettre en haut de notre article pour que les gens cliquent. Ce que je peux comprendre, évidemment, tout ça, ça reste du business, finalement. C'est-à-dire que les gens ont besoin qu'on clique sur les extraits, qu'on clique sur les articles, et donc ils sont prêts à pousser les choses et parfois même à réinterpréter les choses. C'est ça qui me gêne et c'est la raison pour laquelle je pense que dans les années à venir, je vais de moins en moins faire un peu le tour des médias comme ça, parce que j'ai l'impression que plus tu parles, plus on réinterprète tes propos. Je l'ai beaucoup vécu dernièrement, tu vois. Tu dis un truc et derrière, on réinvente ce que tu as dit en disant bah, c'est ça que ça veut dire. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais. Parce que si je voulais dire ça, j'aurais dit ça. Mais moi, j'ai dit ça, tu comprends? Et c'est malheureusement trop fréquent. Mais ça va de trucs graves à des trucs très simples. Je vais te donner un exemple. J'ai été opéré de l'appendicite il y a 2 semaines. C'est rien, c'est une petite opération. C'est pas au courant, mais... Voilà, on s'en fout. Il se trouve que j'ai dû rentrer à l'hôpital pour me faire opérer. Oui, j'ai vu. T'as mis une story ou un story. Mais à la base, moi, la story, c'est pour dire désolé aux gens qui viennent aux avant-premières, parce qu'on est en tournée d'avant-première avec le film en ce moment partout. Donc désolé aux gens qui ont pris leur billet, je ne pourrai pas être présent. C'est un truc de respect pour moi. Les gens, ils s'organisent pour venir en avant-première, ils prennent les billets en avance. Te voir, tu 5 minutes. Tu garder des gosses, tu prends la bagnole, enfin, je veux dire, c'est une organisation pour les gens. C'est pas juste on claque les doigts et on va au cinéma. Ouais, c'est vrai. Et je mets en mode, désolé, je suis à l'hosto, donc je ne pourrai pas être là aux avant-premières. Putain, mais derrière, tu vois les titres de presse, c'est genre, il est mort, le gars est mort. Kev Adams c'est mort ce week-end. C'est à la limite de ça. Mais t'imagines, franchement, on en est où, quoi, tu vois? Avec j'ai vu des gars dans les commentaires qui donnent leurs avis sur un gars qui va à l'hôpital. On est dans cette génération-là. Ouais. Ah ouais, mais moi je trouve que c'est cool qu'il ait l'appendicite parce que je l'aime. Ah, attends, mais on en est où? Il n'y a pas eu ça, si? Où on en est? Mais comment ça, il n'y a pas eu ça? Je te jure qu'il y a eu ça, Guillaume. Avec d'autres gars qui disent ouais, je connais, je l'ai eu aussi. Ouais, c'est pas si douloureux que ça. Je trouve qu'il en fait des caisses. Mais attendez, les gars, je vous ai rien demandé. Laissez-moi me faire opérer tranquille, putain. T'étais en robe de chambre T'étais à Walp en robe de chambre, tu vois, et tu te dis, putain, maintenant on commente ça, quoi. On en est là, c'est même plus on commente des films, des sketchs, tout, on commente le fait que le gars va à l'hôpital. Je sais pas, je trouve que, ouais, on est dans une époque où on a perdu un peu le sens des choses, quoi. Tu vois, c'est triste un peu. C'est intéressant, on va parler du fond après. J'ai regardé, j'embrasse le podcast Do It Yourself qui est très bien d'ailleurs. Matt qui l'anime et qui est un mec vraiment brillant pour le coup. Très talentueux et qui pour le coup, parce que là vraiment c'est de la merde.
Non, je dis pour le coup, dans le sens, toi aussi, mais je je sais, trouve que rigole, c'est agréable de faire des interviews longues où on peut parler de tout, on a du temps pour discuter aussi, avec des gens qui ont préparé le truc et qui s'y intéressent vraiment, quoi. Et c'est ton cas aussi, pour le coup, vraiment. En fait, c'est que les plateaux de télé, on a 7 minutes pour s'expliquer sur des sujets, c'est très compliqué, c'est ce que tu dis. Parfois, tu vas sortir la phrase, etc. Et tu parlais du fond, on en reparlera tout à l'heure, mais des efforts que tu mets, qui sont considérables. Et moi, j'admire ça chez toi depuis toujours. C'est que tu remontes à vélo, tu vas tomber à vélo, tu vas remonter sur le vélo et tu vas aller plus haut encore à chaque fois. Et c'est l'effort que tu as fait pour arriver à produire et à faire Maison de retraite, alors que c'était pas gagné au départ, c'était loin d'être gagné. Et tu as à chaque fois des embûches qui sont mises sur ton chemin. Et à chaque fois, tu vas les esquiver. Et si tu veux bien, tout à l'heure, on abordera le sujet, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Le but, c'est de refaire la vie de l'invité. On va faire rapidement ta jeunesse, parce que il y a eu beaucoup d'interviews dessus. On l'avait déjà fait d'ailleurs à l'époque du QG quand tu étais venu. On avait appelé Macron. T'as pas eu de problème d'ailleurs? Je me rappelle, on avait passé un coup de fil avec le haut-parleur. T'as raison. Il t'a jamais répondu? Non, il m'a jamais répondu. Je sais même pas si j'ai encore son bon numéro. Mais oui, non, c'était un peu abusif. Moi, le moment où j'ai eu le numéro du président, j'avoue, j'en ai beaucoup trop abusé, quoi. Ouais. J'ai fait n'importe quoi. Je l'appelais pour un oui ou pour un non, tu vois. Des fois, je me disais, genre, il lui envoyé un texto, tu vois. Un truc, en fait, je réfléchissais tout le temps au texto que personne lui envoie. Tu vois. Je me disais, ce serait génial de lui envoyer margarita ou 3 fromages. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans quelle ambiance? Et puis j'ai arrêté parce que, voilà, je pense qu'il a d'autres choses à faire. D'autres choses à fouetter, ouais. Oui, tu l'avais envoyé Tudor ou je sais plus quoi. Ouais, exactement. Il est fou, ce gars, il est fou. Je me rappelle, ça avait fait 7 millions de vues, l'extrait sur Facebook. Ah ouais, il était parti. Ah ouais, ça a été banger. C'est toujours le même numéro d'Emmanuel Macron. J'ai toujours le même que celui de l'époque. Et comme on ne sait pas si c'est toujours le bon, je vais vous le donner. Alors, en fait, tu vis une partie de ta vie à Porte de Pantin dans le 19e. Ouais. Avec tes parents, tes 2 frères, et l'autre partie de ta vie après à Neuilly-sur-Seine. Ouais. Pourquoi tu déménages dans un quartier moins populaire et tes parents trouvent un meilleur boulot? Comment ça se passe, cette évolution? C'est intéressant aussi de comprendre. Je crois que c'est la crainte de mes parents. Au bout d'un moment, en fait, je prenais le métro pour aller au lycée, enfin au collège d'ailleurs, parce que je n'étais pas au lycée encore. Et il y a eu 2-3 petites embrouilles dans le métro, comme il peut y avoir partout en réalité, dans les quartiers populaires comme dans les quartiers bourgeois en réalité. Et je pense que ma mère a flippé. Et puis à l'époque, ils ont eu une opportunité de déménager à Neuilly. Ouais, pour eux, c'était une forme d'Eldorado. Il y avait un truc, tu vois, ils ont passé, je sais pas, 20 ou 25 ans de leur vie dans le 19e. Ils étaient attachés à ce quartier aussi, évidemment. Mais il y avait un côté nouvelle vie, tu vois, nouvelles opportunités peut-être à l'époque pour eux. Et c'est la raison pour laquelle... Mais moi, c'était un déchirement pour moi. De quoi, de partir? Ah ouais. Sur ton quartier, tes amis? Bah t'imagines, tu déménages, t'as 14-15 ans, t'es en pleine adolescence, t'as tous tes potes, t'es en train de construire ta vie à toi finalement, qui est plus une vie d'enfant mais une vraie vie d'adolescent. Et du jour au lendemain, on te dit on déménage. Alors on déménage à l'autre bout, dans une autre banlieue. Pour moi, ouais, c'était... Et puis j'ai jamais vraiment retrouvé ma place, tu sais. Quand je retournais après dans le 19e voir mes potes, ou à Porte de Pantin ou à Pantin... j'étais devenu le Bourge, quoi, tu vois. Ah, t'es un Bourge, t'habites à Neuilly maintenant. Ah, il y a ça quand tu parles dans un quartier. Et quand j'arrivais à Neuilly, dès que je m'approchais des gars, j'étais une racaille, quoi. Ils me disaient, t'es une racaille. T'as vu ma gueule? T'as vu mes cheveux? J'ai une tête de... d'élite faciès, non. Non, mais je veux dire, c'est pas une question Ouais, on me disait, t'es un voyou, quoi, tu vois, parce que tu viens de Pantin et parce que t'as grandi là-bas. Ouais, j'ai toujours été vu comme le gars... qui n'était pas à sa place en fait à ce moment-là. Et quand t'as 14-15 ans, en fait, c'est hyper douloureux. Aujourd'hui, on s'en fout, mais... C'est que t'as vécu entre 2 chaises, quoi, en fait. Ouais. Là-bas, ici. Ouais. Ils font quoi, tes 2 frères, maintenant? Mon frère Noam, il a repris un peu la musique et il fait de l'immobilier. Donc, ok. Il est content. Il fait ses petits trucs. Tu le connais un peu, tu vois. Il était DJ, non? Ouais. Je me rappelle à l'époque où je t'avais reçu. Il continue de produire des sons à fond, tu vois, mais il le fait de manière assez discrète et il est heureux là-dedans. Et mon petit frère, il est à 17 ans, il passe le bac cette année. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Théâtre à 7 ans, tu commences les cours de théâtre, tu dis que tes parents sont pas très chauds pour que tu fasses ta vie dans le milieu du spectacle. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui font ce métier? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, et d'ailleurs ça a été pour eux une immense crainte, quoi. Je me rappelle que c'est des phrases qui m'ont marqué, le côté c'est pas un métier, tu pourras pas gagner ta vie avec ça. Les gens qui viennent d'autres métiers peuvent pas considérer que l'art et l'artistique c'est un métier. C'est impossible pour eux de... tu leur en demandes trop. Et puis je suis issu d'une famille, il faut comprendre que du côté de mon père, c'est des gens qui sont nés en Algérie, qui sont arrivés en France, avec rien dans les poches. Il fallait faire des vrais métiers, du solide, du concret, il fallait ramener de l'argent vite.
Du côté de ma maman, c'est la même histoire, mais avec la Tunisie. Donc mes grands-parents naissent en Tunisie, débarquent en France avec les poches vides. Il faut faire du concret, quoi. Et du concret, c'est des études, c'est un travail avec un salaire clair à la fin du mois, ce qui est finalement un truc que j'ai jamais connu, en fait. Tu vois, j'ai toujours été... T'as jamais fait un boulot dit classique? Non. Enfin, si, j'ai fait on va dire des stages, tu vois, des petits jobs à droite à gauche, mais des jobs étudiants. J'ai jamais fait un vrai travail. Ah, c'est fou. Ouais. Tes parents t'ont dit quand même diplôme ou pas? Ils ont un D'ailleurs, peu... c'est fou que je te dise ça, parce qu'en vrai, ce que je fais, c'est un vrai travail. Non, mais évidemment, et c'est un travail de fou. Non, mais t'imagines, comme ça m'a déformé aussi le cerveau, à force qu'il me répète que c'est pas un vrai travail, je te dis, j'ai jamais fait un vrai travail. Parce que peut-être qu'ils ont réussi à m'en convaincre, finalement, évidemment, que c'était pas un vrai travail. Après le boulot de l'artistique, quand tu es dans ta passion, tu as moins la sensation de travailler, mais en réalité, tu vas expliquer, tu as des boules au ventre, quand tu te couches le soir, il faut que tu payes des salaires, c'est patron, en fait, c'est pareil. Même si c'est dans l'artistique, tu as ta boîte et tu produis. Bien sûr, bon après ça c'est dans un deuxième temps, on va dire. Dans un premier temps, il faut que tu survives, en fait. C'est le jeu de la survie. Il faut que tu trouves... Moi, je mentais à mes parents, je leur disais que je continuais d'aller à la fac, alors que j'y allais plus. Je traînais dans les comédie clubs, je faisais des sketchs à droite, à gauche, j'essayais de faire mon truc, mais j'étais très jeune. Et donc, souvent, tu vois, on me prenait pas très au sérieux. Parce que quand tu vois un mec très jeune, tous les gens me disaient souvent cette phrase qui m'a marqué. Ils me disaient, t'as le temps. Toi, t'as le temps. Mais moi, j'avais pas le temps, tu vois. Moi, je voulais que ça se passe maintenant. J'avais pas le temps parce que ma seule manière d'avouer à mes parents que j'allais plus à la fac, c'était de leur dire, ça y est, regardez, il y a du concret, je gagne ma vie avec ça. Et donc, il a fallu que j'y arrive vite, en fait. Dans une interview, j'ai regardé plusieurs trucs, tu dis que tu étais un petit gros avant, tu dis voilà, moi j'étais un petit gros, j'étais complexé, etc. T'as été complexé jusqu'à quel âge? Bah, jusqu'à aujourd'hui, je pense. Bah arrête! Je te jure, pour de vrai, ouais. Il y a des traumatismes, les gens... c'est sûr que tu vois ce dont je parle. Il y a des traumatismes qui font que, peu importe à quel point tu vas évoluer physiquement, tu les vois toujours en toi. Tu sais, il y a une nuance entre comment les gens te voient et comment tu te vois. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que le plus grand critique... que j'ai jamais connu, c'est moi-même, franchement. Surtout, d'ailleurs. Sur mon physique, sur mon travail, je suis dur et je pense que c'est ce qui me permet aussi de toujours pousser les trucs plus loin et me lancer des défis toujours plus ambitieux. C'est parce que je suis dur avec moi-même, mais physiquement particulièrement. Je pense que je suis resté bloqué à une époque. Ouais, à une époque où, d'ailleurs, j'étais même pas gros, j'étais juste bouboule, tu vois, un peu joufflu. Et il y a dû y avoir 2-3 mômes à l'école qui m'ont fait des blagues là-dessus. Et ouais, ça m'a heurté, quoi. Je pense que je suis un vrai ultra sensible et que, enfin, moi, tu me dis comme ça au milieu d'une journée, oh, t'as pris un peu, non? T'as l'air en forme. Ah, tu vas penser qu'à ça après. C'est fini. Ma journée, elle s'arrête là. Ma journée, elle s'arrête à ce moment-là. Toute la journée, tu pourras me parler d'autres trucs. Je suis d'accord. Tu m'as dit t'as maigri et tout, et pareil dans ma tête, j'ai dit putain, je suis trop maigre et tout, merde, machin, c'est ça, tu penses qu'à ça. Ouais, en fait, tu vois, les mots des gens ont un impact. Évidemment. Et c'est d'ailleurs intéressant d'en parler à une époque où finalement tout le monde donne son avis sur tout. Les mots ont un impact. Les mots sont plus forts que les coups. J'y crois profondément. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je suis hyper prudent avec ce que je dis quand je vais dans les avant-premières, dans les spectacles. Une blague peut ne pas être prise comme une blague. Il faut faire attention. Et puis, ça peut laisser, et puis ça peut laisser des traces, ça peut laisser des séquelles. Il faut être prudent. Les mots ont un impact. J'y crois profondément. En tout cas, moi, les mots ont eu un impact sur moi. Ça, c'est sûr. Mais c'est même quand tu vas voir des humoristes parfois et que tu es au premier rang et que t'en prends, parfois, ça peut vexer des gens, tu vois. Je parle pas pour toi, je parle en général. Tu vois parfois des spectacles captés et parfois ils font des vannes. Tu te dis, wow, même si c'est un humoriste et tout, ça peut être difficilement pris. Hein, bien sûr. Après, chacun le prend comme il. Tu vois, ça appartient à chacun, je veux dire. Mais oui, je crois qu'il faut être prudent quand même, surtout avec les plus jeunes, en fait. Je pense qu'une fois que tu es adulte, tu es quand même un peu plus solide pour encaisser les coups. Mais quand tu es jeune, quand tu es en train de te construire. Ouais, c'est dur. Le regard des autres est dur et les mots des autres sont durs. C'est marrant que tu dis ça parce que malgré ta vie amoureuse qui va être remplie, où tu vas avoir des très jolies copines, etc., ça va pas te donner confiance en toi, forcément, physiquement? Non. Tu vois, c'est intéressant, ça. Non, pour moi, ça veut rien dire... Parce que tu as eu du succès avec les femmes. Tu as du succès. Ouais, mais c'est pas un... Ça ne change pas qui tu es, tu vois, d'avoir du succès avec les femmes. Enfin, je veux dire... et d'ailleurs, je sais même pas vraiment si j'ai du succès. C'est presque une image un peu... étrange que j'ai eu parce que, tu vois, il y a eu 2-3 de mes histoires d'amour qui sont sorties dans la presse. Mais pour moi, c'était des histoires d'amour. Il n'y avait rien de... Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. La plupart du temps, quand j'ai été regardé, j'ai lu les commentaires et les commentaires, ils étaient horribles. Tu vois, c'était en mode, mais comment ce mec avec sa grosse tronche, tu vois ce que je veux dire, il arrive à
à sortir avec ces filles-là. C'est-à-dire qu'on s'arrête uniquement au physique. On est quand même dans cette époque-là aussi, dans cette génération-là. Il n'y a jamais personne qui s'est dit « Ah, peut-être que le gars, il est sympa, peut-être qu'il a du charme, et peut-être que c'est cool, et que c'est mieux que d'avoir un super beau gosse avec des tablettes de chocolat, d'avoir un mec qui va me faire rire et avec qui il va se passer, tu vois, de l'ambiance, de la virevoltance. Il y a plus. Les gens, aujourd'hui, ils te disent, tu vois, on t'affiche en couple avec quelqu'un, ils regardent qu'on part comme ça, ils disent « Ah ouais, bah vas-y, bah toi, t'es moche, et elle est belle. » C'est cash. En fait, il n'y a pas de nuance. Ouais. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de... J'ai l'impression que le monde des réseaux sociaux est un monde où tout doit être clair, frontal, tu vois. On n'a pas le temps pour la réflexion. Tout est cash, quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent un monde où on se suit. Moi, j'ai remarqué ça. Quand quelque chose, ça fait bien de dire que c'est pas bien, eh ben la masse suit. C'est pas bien. Moi, ça fait des années que je poste des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça fait des années que je me prends des commentaires de haine. Et il y a plein de gens, je les rencontre dans la vraie vie, ils sont adorables, mais vraiment adorables. Ah mec, je suis ce que tu fais, c'est cool, félicitations, continue ce que tu fais et tout. Et ça m'est arrivé même des gens qui m'ont dit « Ouais, ça m'est arrivé de mettre des commentaires méchants sur toi, mais tu connais, hein, c'est pour faire comme tout le monde. » Non, c'est vrai? Ouais. Oh, le truc de fou. Ah ouais. Ah, t'as déjà vu des haters en vrai? Ouais. Mais qui sont adorables. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il y a un truc, la masse d'Internet doit suivre la masse d'Internet. J'ai le meilleur exemple du monde. Je crois pas avoir beaucoup changé dans les 2 dernières années. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, je fais un média. Derrière les commentaires, je sais plus c'est quoi le média. Non, mais on s'en fiche. Non, on s'en fout d'ailleurs, on va pas citer, mais je regarde les commentaires en dessous, c'est que de l'horreur. Ce mec est pas marrant, il est pas cool, il m'a toujours insupporté, des trucs vraiment méchants, quoi. Et tu vois les commentaires qui suivent, par centaines, par milliers, qui suivent cette vague. D'ailleurs, les réseaux sociaux encouragent ça. Pourquoi? Souvent, on a un commentaire qui est le plus liké, qui va remonter en haut. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre guillemets, voici la marche à suivre. Si vous voulez être dans le rang de tout le monde, c'est ça la marche à suivre, les amis. Vous allez en haut, vous regardez le commentaire le plus liké. Si c'est ça qui a été liké, entre guillemets, par la masse, alors c'est ce qu'il faut suivre. Tu vois ce que je veux dire? Quelques semaines après ce média-là, ultra critiqué, je fais l'émission Zen, tu sais, de Maxime Biaggi et Céline Pujol, qui est un immense carton sur Twitch, qui est, je trouve, pour le coup, une des très bonnes inventions médias de ces dernières années. Et là, il y a une espèce de masse à l'inverse. Ah ouais, finalement, en fait, le mec est cool, je le connaissais pas comme ça, etc. Et je vois les mêmes gens, parce que moi, je suis un peu psychorigide, donc ça m'arrive de suivre les comptes et de voir, tu vois, les mêmes gens. Ouais, tu reconnais parfois des haters. Les mêmes, tu vois, les photos de profil qui te marquent. Bien sûr. Les mêmes gens qui écrivaient quelques semaines auparavant, ce mec-là, vas-y, c'est vraiment tout ce que je déteste, qui, d'un coup, voient que la masse va dans l'autre sens et disent « Ah non, effectivement, d'habitude, je l'aime pas, mais sur cette émission, il est cool. » Enfin, c'est flippant quand même. Ah, parce que t'as eu le temps de parler, ils t'ont écouté aussi pour une fois. Oui, parce que t'es dans un écrin qu'ils aiment bien. Peut-être que le lieu, peut-être que les gens avec qui tu es importent. Mais moi, je crois que il faut faire attention à cet effet de masse. Il faut faire attention à cet effet de foule. Qu'est-ce qui est cool de suivre, qu'est-ce qui est pas cool? Qu'est-ce qui est hype, qu'est-ce qui est pas hype? Qu'est-ce qui a la carte, comme tu disais, qu'est-ce qui a pas la carte? Moi, j'essaye de faire attention à ça. Pas seulement en tant qu'artiste, aussi en tant que spectateur, parce que je suis aussi spectateur. Bien sûr. J'adore regarder des vidéos, mais bien sûr. J'adore parfois commenter, j'adore encourager. Et il m'arrive parfois de regarder les commentaires et de me dire, mais ça doit être terrible pour cette personne, cette espèce de masse qui tamponne une forme de vérité qui ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, il faut se protéger de ça. Et j'ai peur qu'avec les années qui arrivent, ce soit... c'est un vrai discours de boomer, mais c'est pas grave. La chasse aux sorcières. Ouais, ce soit de pire en pire. J'ai peur qu'avec les années qui arrivent, ce soit de pire en pire. Qu'il y ait un côté, voilà, t'as fait ça, t'as dit ça, maintenant l'image de toi qu'on a, c'est celle-là et ça bougera plus. On est humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas oublier qu'on n'est que des êtres humains. On est imparfait. Avec 1000 défauts, mais évidemment, avec 1000 défauts, que parfois ça nous arrive de faire de la merde, que parfois ça nous arrive de faire des trucs formidables, et qu'on est justement fait du mélange de tout ça. Il faut arrêter ce côté c'est bien ou c'est pas bien. Il y a comme une espèce de justice des réseaux de ça c'est bien, on a décidé, c'est bien. Ça c'est pas bien, on a décidé, c'est pas bien. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bien ou pas bien. Moi, je crois qu'il y a, tu vois, un entre-deux. Je crois que ce qui est beau, justement, c'est l'entre-deux. Ce qui est beau, justement, c'est le paradoxe. Ce qui est magnifique chez moi, j'adore adorer des choses chez un artiste et en détester d'autres. J'adore adorer une musique d'un gars que j'aime beaucoup. Et après, je vois une musique et je dis, ah, celle-là, elle ne me plaît pas. Et c'est ça qui est génial. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le gars, tu vois. Enfin, bref. Bien sûr. On pourrait parler de ça pendant des heures. Non, mais c'est intéressant. C'est un sujet qui est fascinant et qui concerne directement notre époque, pour le coup. C'est quand tu as 9 ans, en 2000, tu joues un rôle dans Cours toujours, film de Dante Desarthe. C'est tes parents qui t'inscrivent au casting. Comment tu mets le premier pas dedans?
On va passer rapidement sur l'enfance, mais c'est important de... Ouais, je faisais beaucoup de casting à cette époque. Beaucoup de casting. J'ai une énorme frustration des castings. Le mot casting me fait un... T'as traumatisé un peu. Ouais, il y a un écho chez moi, tu vois, qui est dur, quoi, parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé à l'âge de 8-9 ans. Mes parents, mes grands-parents m'emmenaient au casting le mercredi après-midi, le samedi après-midi, non-stop, tout le temps, toutes les semaines. Pendant les vacances, ça pouvait aller jusqu'à 3, 4, 5 castings dans la journée. Et pour moi, c'était la porte, quoi. C'était la porte d'entrée vers ce monde qui m'était inconnu et qui était totalement fermé, opaque, dont je comprenais rien, qui me paraissait tellement lointain. Je comprends s'il y a des jeunes comédiens pour qui ça paraît impossible, parce que ça paraît impossible. Quand tu connais personne dans ce milieu, quand tu connais personne dans ce métier, que tu es entouré d'une famille qui te dit que c'est pas un métier, qu'il faut faire autre chose, tout ça te paraît tellement loin, quoi. Ça paraît être une autre galaxie. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'allais à la sortie des avant-premières pour parler avec les artistes et je me disais, mais c'est impossible, mais comment je vais réussir à mettre le pied là-dedans? Enfin, je vois pas de... Je te dis, c'est opaque. T'avais tellement envie d'y arriver. D'entrée, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. T'allais aux avant-premières pour voir les gens. Ouais, donner des lettres. J'ai donné des lettres, des CV. J'ai donné des CV et des lettres à tout le monde. J'ai tellement fait aussi. À Boone, à Gad Elmaleh, à Jamel Debbouze, à tout le monde, j'aurais donné. Personne ne m'a jamais répondu. Moi non plus, mais je les comprends. Non, mais évidemment. Mais je leur en veux même pas, tu vois. Non, mais évidemment. Mais en même temps... Et je vais te dire, heureusement qu'on m'a pas répondu. Parce que ça aurait presque rendu le truc facile. Et ce qui est magnifique, c'est quand c'est dur et quand tu dois te battre et quand tu dois trouver des solutions B, puis une solution C, puis une solution D. C'est là que tu crées aussi, que tu crées qui tu vas devenir et qui tu es. T'étais populaire à l'école après Pas du tout. Vers les 15 ans, tout ça, non? Pas du tout? Non, pas du tout. J'ai jamais été ni le mec sympa, ni le mec marrant, ni le mec pote des meufs, j'étais rien. J'étais une espèce de middle gars, tu vois, qui était là. Un électron libre entre deux? Ouais, un mec qui était là, que tu vois, les gens ils étaient en mode, ouais, on voit, c'est le gars qui est là, quoi. Il est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était tranquille, quoi. J'étais pas non plus le mec détesté, hein, tu vois, mais j'étais pas le mec... Enfin, tu sais, tu vois sur les photos de classe, t'as des gars... oui. Que tu sais, tu dis, bah là, il y a Louis, là, il y a François, là, c'est Mehdi, et lui, comment il s'appelait, lui? J'étais ce gars-là. Tu vois ou pas? Le gars de... Comment il s'appelait, lui? Il était là, mais oui, il nous a pas marqué. Il était sympa, Ah, je l'ai plus. Tu sais que moi, premier degré, il y a des gens qui m'ont dit, mec, truc de ouf, j'ai retrouvé une photo de classe, et en fait, t'étais dans ma classe. C'est-à-dire que le gars avait complètement oublié, quoi, tu vois? Juste un jour, il est retombé sur la taufe, et il a fait, oh, putain, non, oh putain, c'est pas le gars de la télé, c'est fou. Donc, ouais, non, j'étais un peu un invisible. Il y en a beaucoup dans les classes, des invisibles. Bien sûr. Tu vois, t'as en général le beau gosse, l'intello, celui qui fout la merde, qui est au fond de la classe. Et après, au milieu de tout ça, bah, t'as plein d'invisibles, quoi. T'es un tracker, toi, t'as du trac, t'es stressé. Quand, là, à 14 ans, j'ai noté, tu fais ton premier Attention à la marche, tu participes à l'émission. T'es stressé? Ouais, bien sûr. Parce qu'on a très envie de réussir. Bien sûr. C'est tellement important qu'on a envie de vomir, tu vois, enfin, chacun a une manière différente de le... Tu vois. Ce qu'il y a, c'est quand tu tentes un métier qui est compliqué et que toute ta famille te dit c'est compliqué et que tout le monde te met dans la tête c'est compliqué, c'est impossible, quasi impossible, ben, au bout d'un moment, tu te dis je joue ma vie, quoi. Moi, c'est soit ça marche, soit je vais devoir faire un métier que je vais détester toute ma vie. Enfin, c'est dur, quoi. Donc, l'enjeu est gros. Donc, forcément, quand l'enjeu est gros, bah, t'es stressé, t'as une boule au ventre. À 16 ans, tu rencontres Gad Elmaleh. En 2008, t'es figurant dans LOL, tu fais de la figure. Avant de jouer, on te voit 3 secondes à un moment donné sur la droite. Exact. C'est les premières... Tu fais d'autres figurations que les gens n'ont pas trop relevées ou t'as pas trop voulu... Beaucoup, j'en ai fait beaucoup. C'est vrai? Ouais, beaucoup. Dans un film de Alexandre Arcadi aussi, avec Pierre Arditi, je me rappelle plus le titre. J'ai fait aussi dans Et soudain tout le monde me manque de Rémi Besançon, j'ai fait de la figuration. Des films cool en plus. Je faisais de la figure, dès qu'il y avait de la figure disponible, j'y allais. C'est vrai? Ouais, déjà parce que j'étais fasciné par les plateaux de cinéma. Pour voir comment ça se passe? Ouais, je trouvais ça fascinant, vraiment. Et aussi parce que je me disais, si ça peut me permettre d'avoir un ou deux contacts d'une manière ou d'une autre, il faut que je me bouge, quoi, tu vois. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois de sécher les cours pour aller faire de la figuration. Putain. Ouais, pour aller faire de la figure sur des films. Et d'ailleurs, c'est des souvenirs merveilleux. En 2009, t'obtiens ton bac. T'as quand même des diplômes. Tu passes des diplômes même pour les parents, pour les rassurer, etc. Bac L, tu passes. Fac de droit, t'y vas ou t'y vas pas? Le bac est vraiment considéré comme un diplôme. Aujourd'hui? Ouais, si. Ouais, si, bah attends, si. Tu pars en fac ou tu t'inscris en fac? Je m'inscris à la fac. Tu vas jamais? Si, j'y étais les premiers jours. Fac de droit, Nanterre, classique. J'y vais avec des potes qui étaient aussi inscrits en droit les premiers jours. Et puis, dès le début, je sens que c'est pas fait pour moi. Je suis dans un amphi immense, il y a 600 personnes. Je me rappelle que j'avais une vision d'enfant, mais
quand j'étais plus jeune, les premiers jours de classe, je sais pas si tu te rappelles, c'était toujours tranquille. T'as le prof, il arrive, il écrit son prénom au tableau. Sympa, il dit, vous allez couper une feuille en deux, vous allez nous dire ce que vos parents y font. Tu vois, il y a un truc un peu détente, quoi. Là, je me rappelle, premier jour de la fac, le mec arrive, il prend une craie, il dit, le droit interséculaire et intersocial au XVIIIe siècle. Chapitre 1. Et je vois les gars, ils ouvrent leurs ordi, ils ouvrent les trucs, clac, 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 ça commence à taper et tout. Ça m'a, tu sais, j'ai été submergé d'un truc de, mais qu'est-ce que c'est? Une angoisse un peu. C'est pas pour moi, putain. Et donc, je me suis barré de la fac, sans le dire à mes parents. Je me barrais tous les matins à 8h ou à 10h pour faire croire à mes parents que j'allais à la fac. Mais j'y allais pas. J'allais sur les grands boulevards à Paris, qui est le quartier historique des théâtres. Et je tentais ma chance, en fait. J'essayais de trouver des contacts, d'aller voir les théâtres, de trouver des spots pour jouer mes sketchs. J'écrivais des sketchs à fond. Seul ou avec mon pote Ben, qui était, pour le coup, lui, un peu plus la typologie de gars qui est au fond de la classe et, tu vois, et qui fout un peu la merde. Et lui, de toute façon, il avait raté son bac, il avait pas trop envie d'aller à la fac, je pense. Et tu sais, c'est le genre de mec, mon pote Ben, c'est un de mes meilleurs amis, c'est le genre de mec, il était en mode, non mais les gars, vous allez jamais me croire. On était en mode, t'as eu le bac? C'est impossible. Il disait non, mais j'ai le rattrapage. C'est pas ouf? Et nous, on était en mode, tu vas y aller, tu vas truc. Il disait, je m'en fous, pour moi, c'est une victoire en soi. Putain, j'ai le rattrapage. Et pour le coup, il était avec moi, ouais. Il était avec moi. On prenait nos sacs de cours le matin, on faisait croire à nos parents qu'on allait en cours, et en fait, on déambulait dans Paris, on trouvait des spots, des concours, des endroits où on peut aller jouer, faire un sketch, tu vois. J'ai longtemps joué contre une pizza, tu vois. On avait un deal avec Manu du Pranzo à l'époque. On faisait des sketchs et on avait à bouffer gratos. On pouvait prendre une pizza. Donc, j'ai bouffé des pizzas non-stop pendant des années, en fait. Et tu rencontres Elisa Soussan Ouais. en 2009, c'est la productrice d'Anne Romanoff. Exact. Elle te propose de monter sur scène à l'Olympia pour faire la première partie. C'est ça? Comment Ouais, en fait, je faisais un concours d'humour. J'ai pas respecté les règles. Je te la fais rapide, mais j'ai raconté cette histoire plein de fois. Mais en gros, à l'époque, il y avait une règle dans ce concours d'humour, c'est qu'il fallait pas faire 2 fois le même sketch selon les étapes. Donc, au début, tu fais ton sketch. Après, t'arrives en quart de finale, tu fais ton sketch. Et après, en demi-finale, tu dois faire un autre sketch. Et en finale, encore un autre sketch. Sauf qu'on arrive à un moment où moi, j'ai un sketch ultra travaillé. Il s'appelle L'ado à l'époque. Je parle de ma vie d'adolescent. Et c'est un sketch qui est ultra bossé. Je l'ai testé, retesté, rebossé dans les comédie clubs. Je sais où est-ce que ça marche. Donc, je fais les présélections. Je suis sélectionné. Je fais les quarts de finale. Je suis sélectionné en demi-finale. Et ils me reprécisent bien. Ils me disent en demi-finale, il faut vraiment que tu fasses un autre sketch. Je dis, ouais, t'inquiète, vous inquiétez pas. Donc évidemment, je bosse sur un autre sketch, je travaille et tout, et puis je vois que l'autre sketch, il est cool, mais il est loin d'être aussi travaillé. Et pour moi, c'était la première fois que je pouvais jouer devant un théâtre plein. C'était au théâtre de Trévise, il y avait 350 personnes, je crois, ou 400 personnes, c'était fou, tu vois. J'avais jamais joué devant autant de monde. Et je me disais, ça me fait chier, en fait, je vais jouer devant plein de gens. Ah ouais, un sketch moins bien que l'autre. Un sketch, j'ai jamais bossé, alors que j'en ai un autre, je sais que c'est un banger. Et donc, j'ai été faire le banger, et donc j'ai été disqualifié. Sachant que, quand même, les jurys ne sont pas rendus compte. Non, c'est vrai? Ouais, ils se sont pas rendus compte. J'ai été balancé par d'autres concurrents. Ah merde. Qui sont des humoristes que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc, je suis disqualifié du concours. Et Elisa, donc, qui fait partie du jury de ce concours, qui travaille à l'époque avec Anne Romanoff, dit ce mec, il est spécial, il a un truc et tout, on peut pas le laisser partir. Et les autres membres du jury disent mais il est jeune. Il a 17 ans, tu vois, il en fera d'autres des concours, tout va bien. Et elle demande à Anne, qui elle avait son gala sur Paris Première, c'est quand même un truc de ouf, est-ce que tu veux bien le prendre, gala à l'Olympia? Et donc, elle me dit, est-ce que ça te dit de venir faire ton sketch à l'Olympia? À l'Olympia. Moi, mec, c'était fou, quoi. Et Elisa, tu bosses toujours avec? Ouais. Elle est dans ta boîte de prod? Ouais, on a monté une boîte de production ensemble. Vous êtes suivis? Ouais. Depuis ce jour-là? Ouais, parce que depuis ce jour-là, on s'est plus lâché, parce que elle a cru en moi à un moment où je sentais qu'il y avait de la méfiance, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient à ce projet. Et voilà, et on a noué une relation très forte, et on a d'abord produit la série Soda ensemble, on a fait Soda. Ensuite, elle a été coproductrice de mes premiers spectacles. En 2009, c'est ça, octobre, premier spectacle? Ouais, exactement. Show, c'est ça? Exactement. Et puis ensuite, aux alentours de 2015, on a monté notre boîte de production cinématographique ensemble. Ouais, et on fait du cinéma, de la série depuis presque 10 ans. En tout, avec tous tes spectacles, après, en solo, c'est-à-dire sans la tournée avec Gad, t'as quasiment vendu 2 millions de billets, c'est ça? Ce qui est énorme. La vérité vraie, et tu le sais que c'est la vérité vraie, c'est que j'ai jamais vraiment compté, en fait, combien de billets. Mais donc, ouais, c'est énorme. C'est énormissime. Est-ce que quand tu arrives si fort, alors c'est pour prendre un peu de recul et tout sur ta vie, on y reviendra après, mais
est-ce qu'à un moment donné, quand ça marche trop bien dès le début, est-ce que c'est pas perturbant, même pour ton équilibre à toi, de te sentir un peu tout puissant au début et du coup, après, c'est très dur quand tu as une petite baisse dans les carrières, c'est le principe, hein, en dents de scie, comme toutes les carrières artistiques. Est-ce que c'est même pas trop jeune à quel point tu as cartonné? Mais en fait, c'est précisément lié à ce qu'on disait juste avant, c'est que le problème, c'est évidemment de cartonner jeune, ça a un impact sur toi, mais surtout, quand tu passes de « je suis invisible » pendant mon adolescence à l'école à « je suis trop visible », ouais, je crois que ça manque d'un sas de sécurité, tu vois, ça manque d'un entre-deux, en fait. Moi, j'ai voulu faire ce métier toute ma vie, j'ai l'impression d'avoir toujours été moi-même, tu vois, avec plein de rêves, avec la volonté simple, une volonté ultra simple qui est de celle de raconter des histoires. Mon kiff à moi dans la vie, c'est de raconter des histoires. Je suis un conteur. Des fois, je le fais sur scène avec des blagues, des fois, je le fais au cinéma avec d'autres acteurs, mais je veux te raconter une histoire, c'est tout. J'aspire à rien de plus que ça. Et si mes histoires, elles peuvent t'inspirer d'autres choses ou faire passer des messages, j'en suis ravi. Et quand tu vois l'impact que ça a sur les gens, et puis j'arrive à une époque où c'est la fin de la télé, c'est le début d'Internet, vraiment. Je pense que je suis un des derniers mecs de ma génération à avoir connu la notoriété grâce à la télé. On ne demande qu'à en rire. On ne demande qu'à en rire et Soda, ouais. tu vois. À une époque où ça y est, les youtubeurs arrivent et les youtubeurs sont de ma génération, on a le même âge. 2011, ça commence. 2011, on demande qu'à en rire, c'est à peu près cette époque-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, je suis presque le dernier survivant d'une autre époque, parce que c'est une autre époque. L'époque où d'un coup, on choisissait les nouvelles vedettes à la télé. Ouais, tu vois. C'est vrai. Et en même temps, ouais, le cul entre deux époques, avec la volonté de rester dans un truc qui m'a fait rêver enfant, mais qui reste moderne. Ouais, je crois que... En fait, je crois que je réalisais pas trop ce qui se passait à cette époque-là. Franchement. Je comprenais pas. Quand t'enchaînes, tu veux dire? Ouais, je comprenais les sodas, pas. les profs, tout. Moi, toute ma vie, j'essayais de faire ce métier. Donc, à ce moment-là, j'essayais de faire ce métier pareil. Enfin, moi, j'ai pas changé de comportement. Mais d'un coup, ben, t'essayes de faire ce métier et tout marche. Et tu sais pas pourquoi. Tu vois, des séries avant Soda, j'en ai écrit 13 qui n'ont pas été produites. Putain. Et d'un coup, on fait Soda et le truc, boum, il prend, tu vois, enfin, il prend. Je fais une petite nuance sur Soda quand même qui est importante, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens, ils me parlent de Soda non-stop, tout le temps, comme une espèce de truc mythique. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, on aime les choses après coup. C'est souvent comme ça. Non, mais c'est vrai, ça, c'est une vérité. C'est vrai. À l'époque de Soda, on se faisait massacrer la tronche. Sur les réseaux, tu veux dire ? Mais bien sûr, sur les réseaux, partout, les gens, ils disaient qu'est-ce que c'est que cette sous-série, ce truc pour adolescents décérébrés. La presse nous avait massacrés, les réseaux nous massacraient. Enfin, moi, à l'époque de Soda, j'ai beaucoup souffert des critiques. Beaucoup. Et aujourd'hui, je rencontre plein de jeunes qui me disent « Ah mec, c'était mythique, c'était toute mon enfance. » Donc t'as l'impression que le truc s'est arrêté, il a fallu laisser passer 8-10 ans, et d'un coup, il y a une espèce de nostalgie. Ouais, ça devient un goal, finalement, ouais, tu vois. C'est très étrange d'ailleurs, cette manière d'apprécier les choses après coup. Ça dure combien de temps, Soda ? Ça dure 5 ans. Tu fais 5 saisons, quand même. 4 ans et demi, ouais. 4 ans et demi. Après, t'enchaînes des films, je sais, les profs, etc. Tu joues Fiston en 2014 avec Dubos, t'es dans plein de films, etc., jusqu'à Aladdin. Tout cartonne à ce moment-là. Tu ne connais pas l'échec. Je crois que je suis dans une espèce de spirale un peu infernale où je vis exactement la vie dont j'ai toujours rêvé. J'enchaîne les films, j'enchaîne les spectacles. J'ai une vie d'ailleurs qui est un peu insensée à ce moment-là, une vie que je pourrais plus du tout assumer aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais des journées de tournage sur les films qui coupent à 18h. Il y a des bagnoles qui viennent me chercher, qui m'emmènent dans des avions ou des hélicoptères pour aller assurer les spectacles le soir. Mais non. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai 23 ans. Et je fais des spectacles tous les soirs devant 2000 personnes. Et le soir même, je ne dors pas dans la ville où je fais le spectacle. Je suis ramené par n'importe quel moyen de transport possible pour être sur le tournage le lendemain matin et enchaîner le film, tu vois. Et je tourne comme ça 2 films dans l'année. Dans la même année, je fais 250 dates de spectacle, tu vois. Bah. Donc j'ai fini aux urgences au moins 3 fois, alors que j'avais 23 ans. J'étais au top de ma forme physique, tu vois ce que je veux dire. Donc on a poussé le bouchon à mort à ce moment-là. Ça fait 250 dates en un an ? Ouais, non, je crois un peu moins. Le record, ça doit être 200. Mais en tournant des films en même temps. Ouais, c'est ça. Donc c'est apprendre les textes, les fou, préparer, les c'était fou. Avec du recul, je réalise que je me suis peut-être fait du mal, et mal à ma santé aussi, tu vois, à ce moment-là. Et peut-être aussi que j'ai... En fait, c'est comme un truc dont tu rêves toute ta vie, et d'un coup, quand on te le donne, bah, t'as envie de t'en profiter à mort. Ah ouais. Tu veux tout de suite, maintenant. Avant de te réveiller. Ouais, comme si je te dis, tu t'en rêves de ce sandwich. Hein. T'en rêves. Hein. Toi, tu te dis, ah ouais, et bah, tu l'auras jamais, ce sandwich. Ce sandwich, c'est pas un sandwich pour toi. T'es en mode, mais si, putain, laisse-moi.
Et un jour, clac, on t'ouvre la vitrine, et tu le bouffes à une vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas bon, en fait. Et je crois que, ouais, il y a une espèce de spirale infernale où d'un coup, j'étais surexposé tout le temps, partout, dans les médias, dans les journaux, sur Internet. Tu vois, il y avait cette espèce de momentum, entre guillemets. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que la haine d'Internet. C'est arrivé à ce moment-là. Et il y avait un truc de c'est trop, c'est too much, on voit trop le gars, on le voit partout. Donc ça a provoqué la haine, qui est finalement assez logique. Quand tu vois quelqu'un trop tout le temps partout. Oui, c'est pas une bonne idée. C'est comme un pote. Hein. Tu sais, tes potes, tu les adores. Mais à un moment donné, si tu pars 3 semaines non-stop avec un pote, tu t'embrouilles avec lui. C'est pas pour rien. C'est parce que ça y est, je peux plus, tu vois. On se voit trop ta gueule, on se voit trop, tu vois. Et donc forcément, tu t'embrouilles. Et moi, j'avais ce truc-là à l'époque. On me voyait trop, tout le temps, partout, tout le temps. Et donc, il y avait ce côté stop, quoi. Et donc, la haine monte. Et je crois que le sommet de tout ça, et le paradoxe de tout ça, ça arrive l'année d'Aladin, qui est l'année où, en fait, je fais le plus grand nombre d'entrées au cinéma possible. Et je crois que j'ai jamais autant été critiqué de cette année-là. C'est quoi, c'est 2015? C'est 2015, ouais. C'est à quasiment pile 10 ans, en fait. Pourtant, le film cartonne, non? Tu fais combien d'entrées? En fait, cette même année sortent Les Profs 2 et Aladin. Les Profs 2 fait 3,5 millions d'entrées et Aladin fait 4,5 millions d'entrées. Donc, ça fait 8 millions d'entrées sur l'année. Sur 2 films que je porte, ce qui est énorme. Et en même temps, les 2 films sont massacrés par la critique, massacrés par la presse et massacrés par les réseaux sociaux. Vraiment, je crois qu'Aladin, encore aujourd'hui, est un des films les moins bien notés de l'histoire d'Allociné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça fait 4,5 millions d'entrées. Et donc, il y avait ce paradoxe énorme pour moi à supporter. Entre le succès et le... Ouais, c'est énorme le succès. Tout le monde me dit « Putain, mec, c'est fou, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. » Les gens du métier arrêtaient pas de me dire « Tu te rends pas compte ?» Et moi, je vois mes petits frères qui sont connectés sur Internet et qui ont le cœur en miettes parce qu'on massacre leurs grands frères de partout et que ça y est, ça devient la vague, entre guillemets, la hype disparaît et d'un coup, il y a un côté, c'est la mode de dire que ce mec-là se fait de la merde. Et, donc, et peut-être d'ailleurs qu'on faisait peut-être pas que des trucs bien, faut avoir le recul aussi de reconnaître que peut-être que c'était peut-être pas toujours bien, tu vois, mais pour moi, c'était très dur à vivre. Ce côté, ça cartonne, mais alors pourquoi les gens... Pourquoi ils viennent payer une place? Mais alors pourquoi les gens ils vont voir si c'est aussi horrible? Avec des grands débats, tu sais, sur Internet de pourquoi est-ce qu'on fait consommer aux Français que de la merde, comme les films de Kev Adams. Et tu sais, toi, tu lis ça t'impacte. Et puis tu peux pas faire comme si ça n'existe pas, quoi, tu vois? Évidemment. Ça te touche. Moi, ça m'a mis du temps. Ça a pris du temps avant que ça arrête de me toucher. Avant que je sois imperméable à ça. Et tu t'es pas dit, tu vois, par exemple, Stromae ou Big Flo et Oli qui ont fait ça aussi, ils ont fait une pause. D'un coup, ils prennent 1 an, justement, quand ils sont trop à l'image, pour justement essayer de reculer, de revenir après. Ouais, mais une pause de quoi? Une pause de ma passion. C'est ma passion. Oui, je sais. Non, mais je sais. Parfois, les gens, ils me disent, tu fais quoi à côté? C'est quoi ta passion? Je dis, mais c'est ce métier, ma passion. C'est ma passion. Vraiment. Je mate 14 films par semaine, je regarde toutes les séries qui existent, je regarde tous les one-man shows qui existent, des Américains, des Indiens, des Anglais, des Français. Tu consommes à ce point-là? Ouais, mais parce que j'aime ça. Je me force pas. Pour moi, c'est pas du taf. Bien sûr. Je lis des scénarios, parfois, dans lesquels il n'y a aucun rôle pour moi. Mais j'adore lire les scénarios. Je trouve ça génial. C'est ma manière à moi de lire des bouquins. Je lis des scénarios tout le temps, constamment. Parfois, je suis en vacances, je lis des scripts et les gens me disent « Tu veux pas arrêter de bosser 2 secondes ?» Je suis en mode « Mais c'est mon kiff. C'est mon kiff. » C'est comme si tu dis à un mec, un musicien, un rappeur « T'en as pas marre d'écouter de la musique en vacances ?» Mais c'est mon kiff. Je comprends ce que je veux dire. Donc moi, non, j'ai jamais pensé à faire une pause parce que je vais pas m'empêcher de vivre ma passion et de faire ma passion pleinement. Et d'ailleurs, si demain ce métier s'arrête, ce sera toujours ma passion que de raconter des histoires. Et tu disais, tout à l'heure, on en parlait de avoir la carte ou pas. C'est une expression qui est utilisée dans ce métier. C'est t'as la carte, t'es invité sur les trucs, sur les Césars. Et je pense que les gens comprennent très bien ce que ça veut dire. Bien sûr. Tu sais, je pense que parfois, on infantilise un peu le public. On pense qu'ils comprennent pas ce que ça veut dire avoir la carte ou être hype. Mais les gens comprennent très bien ce que ça veut dire. Les gens savent ce qui est hype et ce qui est pas hype. Les gens savent que je suis pas hype. Et c'est d'ailleurs... Je vais aller plus loin. Ça rend les gens qui me soutiennent encore plus courageux. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui ont dû avoir des discussions en privé avec des gars qui ont dit « Ah, t'aimes bien ce mec ?» Mais il est pourri, ce mec. Et qui ont dû faire un truc qui est relou pour eux parce qu'ils sont pour rien, c'est-à-dire défendre un truc qu'ils aiment bien. Être l'avocat de... Ouais, à dire « Non, mais je t'assure, peut-être que t'as pas tout vu. » C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai un immense respect pour les gens qui sont là dans mes spectacles, dans mes avant-premières. Peut-être plus qu'à une certaine époque. Ouais, parce que je me dis, putain, les pauvres, ça va pas être simple de bien m'aimer. Tu vois, ça doit pas être simple. Et sans les citer, parce que c'est pas le but de l'émission, mais il y a des médias qui t'ont jamais invité où t'aurais aimé aller. Il y a des émissions que t'aurais aimé faire. Sans les citer, pareil, mais
Où tu t'as pas compris pourquoi ils t'invitaient pas? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais Ou t'as été invité ailleurs, t'as été invité dans plein de plateaux, plein de talk j'ai été shows. invité dans plein de choses et je suis vraiment pas à plaindre, mais il y a des médias, il y a des journalistes, il y a des acteurs, des actrices qui ont toujours fermé la porte et qui, je pense, fermeront toujours la porte. Tu veux dire, dès qu'ils voient que t'es là et tout, Ouais. ils viennent pas? Ouais. Ah oui? Ma présence est une raison suffisante pour dire non. Et ça fait du mal, bien sûr, parce que la plupart du temps, c'est soit des médias, soit des acteurs, soit des actrices, soit des réalisateurs que tu admires, tu vois. Et puis moi, j'ai toujours été de ceux qui tendent la main. Pour moi, il n'y a pas de honte à tendre la main, tu vois. Il n'y a pas de honte à demander. Depuis toujours, depuis tout jeune. Je suis d'accord. Moi, il y a un média que j'aime bien, je leur écris en direct. J'envoie pas des attachés de presse, des trucs, je leur écris. Sur Instagram, sur les réseaux. Ça t'est arrivé, toi? Ouais, plein de fois. Et plein de fois, je suis resté en vue. C'est le grand mal de notre époque, rester en vue. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ou les 2 pastilles bleues sur WhatsApp. Ouais, non, mais il y a plein de fois où je sentais que... bah non, te réponds pas. T'es pas désiré. Ouais. Le nombre de fois où on m'a dit sur ce film-là, on a envoyé à cette actrice ou à cet acteur... et alors, qu'est-ce qu'il a pensé du film? Bah, il a pas lu. Ah oui? Bah, pourquoi il a pas lu? Bah, parce que t'es là. Ah. Et ouais. Et puis, il y a un espèce de petit silence où tout le monde est gêné. Ouais, bien sûr. Où, moi, je suis gêné d'entendre ça, ça me fait de la peine. Et en même temps, il faut quand même paraître fort, quoi. Tu vois, t'es en face de gens avec qui tu travailles, t'as pas envie de... T'es en mode, ouais, ok, bah, il a pas lu, bah, il a pas... Bah, s'il a pas envie qu'il aille se faire foutre, mais au fond de toi, Ah, c'est ça pas fait ça que tu chier, penses. évidemment. Évidemment, au fond de toi, c'est pas ça que tu penses. Au fond de toi, tu te dis, putain, c'est dur, tu vois, d'avoir une telle étiquette presque précollée sur la tronche, quoi, tu vois. Mais ça fait partie du jeu. Que t'as compris à un moment donné pourquoi tu pouvais ne pas avoir la carte sur un média, ou tu ne le comprends pas? Est-ce que tu te poses la question de pourquoi est-ce que Bien sûr. t'as pas été accepté? Et je pense Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Et je pense que je suis grandement responsable. Tu sais, je pense que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense pas qu'il y a des gens qui se sont dit, ah, il a beaucoup de... C'est presque la manière facile de répondre. Ah, mais en fait, j'ai beaucoup de succès, alors vous êtes jaloux. Je crois pas, moi. Il doit y avoir des jaloux dans le lot, bien sûr. Les gens qui t'écrivent des méchancetés gratuites, bien sûr qu'il y a une forme de mal-être, de jalousie. Moi, j'ai jamais écrit sur personne, va te faire enculer, t'es nul, tu pues la merde, Enfin, si t'as besoin de faire ça, c'est que t'as un mal-être. C'est bizarre de mettre de l'énergie dans de la négativité. C'est ça, moi j'ai jamais pris le temps, t'imagines, il faut du temps, tu prends tes trucs, tu Pour crées aller un compte. voir un film aussi. Souvent sur les forums, il faut créer un compte. Machin, vous voulez confirmer avec votre mail? Bah, j'ai confirmé avec mon mail. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour écrire. Tu pues, t'es nul. Non, franchement, c'est de l'investissement. Tu vois ce que je veux dire? Il faut du temps. Non, par contre, je pense que s'il y a cette image-là, c'est pas que des gens méchants, c'est pas que des gens. Je pense qu'il y a aussi une forme de, comme je te l'ai dit, j'ai voulu tout de suite. J'ai tellement attendu de faire ce métier. Enfin, tellement attendu, d'ailleurs, c'est paradoxal, puisque j'ai réussi à le faire très jeune. Mais moi, ça fait depuis que j'ai 7-8 ans que j'en rêve. Donc pour moi, il y a eu 10 ans de « il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que je leur prouve que c'est possible, il faut que ça marche ». Donc peut-être que quand ça a explosé, j'ai accepté de faire tout de suite, vite, maintenant. Peut-être que j'ai pas pris suffisamment de recul sur mon travail, c'est possible. Et peut-être que parfois, j'ai proposé des choses qui n'étaient pas assez qualitatives. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des médias, des journalistes ou des acteurs qui disent bah, « j'ai vu ce truc-là de lui il y a 10 ans ou il y a 8 ans ». J'ai trouvé ça nul. Et je me suis fait à cette... Et je me suis stoppé à cette image. Il y a ça, et puis il y a autre chose. On vit aussi dans une époque... Il y a ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont encore une image de moi comme il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans. Je pense qu'il y a aussi autre chose. Il y a aussi l'avis des gens. On en a parlé il y a un instant. La masse suit la masse. Je pense que l'avis des gens compte aujourd'hui. Moi, le nombre de médias qui m'ont dit on adorerait t'interviewer, mais on a peur d'avoir des mauvais commentaires. C'est important, ça compte. Ouais. Ça compte pour les médias. Bien sûr, bien sûr. Les médias, ils veulent pas avoir de mauvais commentaires. Quand j'ai fait un film pour Netflix, ils m'ont dit c'est hyper paradoxal ton cas, Kev. J'ai dit ah bon, mais pourquoi? Ils m'ont dit on a mis ton film, c'est un des trucs qui a été les plus vus dans les 10 premiers jours. Enfin, c'est monstrueux, enfin, on a fait des vues monstrueuses. On a des mastodontes américains en face. De quel film tu parles? C'était un film qu'on avait fait spécial Nouvel An avec Camille Lelouch qui s'appelait Happy New Year. Voilà, qui est... Le film est ce qu'il est, on l'aime pas, mais ils m'ont dit, il y a eu énormément de vues, énormément, et on n'a jamais eu autant de critiques. Jamais. Il n'y a jamais eu autant de critiques négatives. Et ça les a impactés, ça leur a fait mal. J'ai senti, tout Netflix qui sont, il y avait un côté, putain, nous, on aimerait bien que les gens ils soient contents quand même. Ouais, bien sûr. C'est dur pour nous quand, sous les posts, il y a que du négatif et de la méchanceté. On le prend aussi pour nous, tu vois. Ouais. On estime qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix éditorial, donc... bah toi, tu te sens responsable de ça aussi. Tu te dis, putain, les gars, c'est pas ça. Je suis désolé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es en mode, je suis désolé. Mais en même temps, ils disent, mais en même temps, on est content parce que les chiffres sont au-dessus de ce qu'on attendait. Mais alors, les commentaires, ils sont très en dessous de ce qu'on attendait. Donc, tu vois, il y a ce paradoxe constant. Et je me dis que finalement, c'est mon fardeau, mais c'est ma chance. Tu vois? Moi, je suis d'un naturel. Plus les années passent, plus je suis positif.
Et je pense qu'il faut tout voir en Je suis positif. d'accord. En fait, tu acceptes. Ouais, il faut l'accepter, il faut l'embrasser, il faut pas lutter contre. Il faut se dire qu'il y aura toujours des gens qui resteront fixés à cette image. Moi, je vais te dire, parfois, je tombe sur des vidéos de moi et il n'y a pas de commentaires négatifs et je comprends pas. Je comprends pas. Je te jure que c'est vrai, Guillaume, je les cherche. Je scrolle comme ça, je les cherche, je dis, attends, il y a un gars, forcément un gars qui va me déchirer là-dedans. C'est rare, hein, je te rassure, il y a toujours en général du négatif, mais... Non, mais je vois ce que tu dis. Tu vois, parfois, je truc comme ça, et là, je vois, genre, je sais pas, 50e ligne. De toute façon, il a jamais été drôle. Je fais, ils sont là, tout le monde est là, tout est en place, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est flippant, parce que t'es tellement habitué à ça qu'au bout d'un moment, ouais, tu te fais une raison et tu te dis, ok, ça fait partie de mon truc. À un moment donné, t'étais dans le classement des personnalités les plus détestées. Ça existe vraiment, ce truc? Bah, j'ai vu ça sur Internet, je voyais les classements passer. Je l'ai passé, je l'ai vu passer aussi. Je me suis dit... de toute façon, il y a 100 personnes. Hein. Mais tu te dis, c'est quand même d'une violence. Ouais, ils se rendent pas compte de ce que ça fait. Ouais, moi j'étais un peu content, j'avoue. C'est vrai, pourquoi? D'être dans un classement. C'est cool. C'est cool d'être dans un classement, je veux dire. Enfin, être dans un classement, ça veut dire que t'existes déjà, c'est cool, tu vois. Tu peux trouver du positif partout si tu le souhaites. Bien sûr. Et comme tu peux trouver du négatif partout. Et je vais aller plus loin. Tous les gens que j'ai rencontrés qui sont acclamés par le public sont des gens ultra malheureux. C'est mon expérience. Hein. Tous les gens que tout le monde adore je suis d'accord. sont des gens extrêmement malheureux. J'ai rencontré des chanteurs, des comédiens. Tu mets leur nom quelque part sur Internet, tu n'as que du positif. Il est génial, c'est le GOAT, il est génial, il est fantastique, il est fantastique, il est génial. Et tu les rencontres dans la vie, ils sont d'une tristesse. Tu te dis, mais ça va? Ouais, ça va. C'est dur, quoi. Je pense, tu vois, à des artistes précis que j'ai eu la chance de rencontrer qui, pour moi, étaient des exemples, quoi. Je me disais, mais ce mec-là, il doit être... Sa vie, ça doit être... Je danse toute la journée sur... Je suis en danse constante, quoi, tu vois. Voilà, on sait de qui tu parles, du coup, là, quand tu fais cette danse. Pourquoi? Non, je rigole. Ah non, pas du tout, en plus. Non, mais tu vois, quand je danse la vie, je chante la vie. Les gens, ils m'aiment sur Internet, les gens, ils m'aiment dans la vraie vie. Ce que je fais, ça marche. Tout doit être nickel. Et tu les rencontres et tu dis, ah ouais, waouh. En fait, t'es pas bien, t'es malheureux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans ce métier, en vrai. C'est la vérité. Mais je crois qu'être aimé de tous, tout le temps, non-stop, est aussi un fardeau. Et que ça peut faire du mal. Donc ouais, moi, je suis content aujourd'hui de la place que j'ai. Je pense que c'est bien, que ça te remet les idées en place. Je pense que de temps en temps, quand tu postes un truc sur Internet et qu'il y a une dizaine de gars qui te disent c'est nul, bah, même si c'est pas nul, bah, ça te rappelle que il faut bosser encore, frérot. C'est pas grave. C'est bien, allez, retourne-y. Et tout être humain a besoin de ça. N'importe quel être humain, peu importe le métier que tu fais, on a besoin de nuances. On a besoin de gens qui nous disent que c'est bien et on a besoin de gens qui nous disent que c'est pas bien. Et c'est ça qui fait avancer aussi. Non, mais c'est bien qu'on nous dit que c'est pas bien, mais qu'il y a une critique constructive, pas qu'on sait juste, tu vois, déchiqueter pour déchiqueter. Oui, après, on demande toujours des critiques constructives, mais finalement, il y en a peu des critiques constructives. Il y en a peu. Donc, il faut faire avec ce qu'on te donne. Moi, on me donne du bonheur, de la joie, parce qu'on parle beaucoup de la haine depuis tout à l'heure, mais j'ai la chance aussi d'avoir des gens qui me suivent depuis des années, qui donnent une énergie, une joie, une bienveillance incroyable, qui m'épate. Et pour laquelle j'ai un profond respect, parce que comme je te disais, parfois ils y vont, les pauvres, ils vont lutter dans les commentaires. Tu vois, tu vois des gens qui te défendent. Ouais, mais vous ne savez pas ce qu'il a fait. C'est trop facile de le juger seulement là-dessus. Et je te jure, moi je les vois comme des cousins, comme des frères et sœurs. J'ai envie de leur écrire un commentaire en disant rentre pas là-dedans. C'est pas ta guerre. Reste en dehors de tout ça. Reste tranquille. Tu vois. En 2016, Gad, vous sortez le spectacle en duo. Gros succès. En fait, t'enchaînes quand même beaucoup de gros succès. Même après 2015, finalement, tu reviens très vite. Il n'y a pas de grosse période du désert, de traversée du désert pour toi? Il y en a eu une, si, quand même. Il y en a eu une... Enfin, il y en a plusieurs, il y en aura d'autres d'ailleurs, mais il y en a eu une assez claire. C'est justement après le spectacle avec Gad, en 2016. Donc en 2015, c'est vraiment pour moi l'année des succès au cinéma et c'est une immense fierté. Et en même temps, comme je te disais, on est au maximum intersidéral de la critique et de la non-hype, tu vois. Et en 2016, il y a le spectacle avec Gad qui se passe super bien. Et juste derrière le spectacle avec Gad, je me rappelle, aux États-Unis, et il y a la polémique sur le sketch des Chinois, qui à l'époque me fait beaucoup de mal. Parce qu'on m'accuse de racisme. Je crois qu'il n'y a rien pour moi de plus injuste qu'on m'accuse de racisme, tu vois. Pour moi, c'est pas entendable, tu vois. J'ai passé la moitié de mon enfance dans des quartiers populaires où on se posait même pas la question de ce que t'étais, quoi, tu vois. Il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des bouddhistes, il y avait des chinois, il y avait des renois, et on vivait ensemble sans se poser la question.
Je crois que moi, la première fois de ma vie que j'ai été confronté au racisme, ça devait être à 12-13 ans. C'est-à-dire que pour moi, ça n'existait pas. Je sais pas comment t'expliquer. Je vivais dans un truc où on était tellement de tout qu'on n'en parlait même pas. Moi, j'avais un très bon pote quand j'étais petit qui était noir. Sa mère, elle m'appelait mon fils. Et j'étais son fils pour moi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas une fois dans ma tête où je me suis posé la question de est-ce que je suis pas son fils parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau. Donc pour moi, le racisme, c'est quelque chose qui m'horripile au plus haut point. On ne peut pas avoir de la méfiance ou de la haine pour des gens juste parce qu'ils sont différents d'origine, de couleur de peau ou même de milieu social. Pour moi, c'est impensable, impossible. Ouais. Et donc, quand je vois dans tous les médias qu'on m'accuse de racisme... C'était quand le sketch a été diffusé sur M6. Exactement. C'est pire que ça, c'est plus vicieux que ça. C'est plusieurs mois après la diffusion. Sur Twitter, non? Plusieurs mois après la diffusion. Le spectacle est diffusé au mois de décembre 2016. Et je crois que la polémique éclate en mars 2017, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est dur parce que tu as le temps de digérer le truc, puis tu passes à autre chose, puis tu prépares la suite de ta vie. Et là, bam, il y a un truc qui arrive comme une espèce de boomerang, tu vois. Et puis tu te mets à douter, parce qu'on n'est pas des génies, loin de là, donc tu te mets à douter. Tu remates le sketch, tu te dis, est-ce que ça l'est, si c'est raciste, mais Tu demandes à tes amis proches, bien sûr. Ah, tu trouves que ça, c'est abusé? Bien sûr. Et ils te disent? Bien sûr. Il y en a qui me disent non, j'ai jamais vu ça comme ça. Puis je demande à des amis chinois, d'origine asiatique. J'ai des potes qui sont d'origine coréenne, j'ai des potes qui sont d'origine chinoise, japonaise, thaïlandais. Je leur dis, vous êtes offusqués. Et c'est là la force d'Internet, c'est que je vois qu'il y a des gens qui me disent non, pas du tout. Et puis il y en a qui me disent, je sais pas. Je dis, comment ça, tu sais pas? Mais t'étais venu le voir, le sketch, il y a quelques semaines, sur scène. Je l'ai joué quand t'es venu à Bercy. Il me dit, ouais, mais peut-être que j'avais pas le recul pour me rendre compte qu'effectivement, ça se fait pas, en fait, de faire ça. Ah ouais, donc t'as eu des... Et puis en même temps, je les comprends. Bien sûr. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ça prend tellement de place, et puis tout le monde a un avis. Et ils se disent, mais attends, c'est où que je dois me positionner là-dedans? Donc, ce truc-là me fait du mal, c'est une polémique qui me fait du mal, et que je trouve injuste, et encore une fois, de m'accuser de racisme, c'est le truc qui me fait le plus mal à ce moment-là, à cette époque-là, tu vois. Je me suis tellement battu, enfin, je suis tellement un fervent défenseur de l'antiracisme, tu vois. Pour moi, il faut... un des premiers sketchs que je joue à la télé, c'est Tous ensemble contre le racisme. Pour moi, pour moi, ça devrait même pas être une cause. Pour moi, c'est être humain que d'accepter les êtres humains, tu vois. Et donc, je vis mal ce truc-là. Et derrière, il y a des films qui sortent, qui marchent pas comme le marché attend que ça fonctionne. Le cinéma, c'est comme n'importe quel business. Les gens le savent pas forcément, mais c'est comme n'importe quel business. Il y a des films qui marchent, des films qui marchent pas. Un film qui marche, c'est un film qui, par rapport au coût, par rapport au prix qu'il a coûté, il y a un point de rentabilité. Plus d'argent. Il y a un point de rentabilité. Exactement. Si le film coûte très cher, il faudra faire plus d'entrées que d'autres. Je fabrique cette table pour 25 € ou pour 30 €. Il faut que je la vende 45. Sinon, je fais pas mes 15 € de marge. Évidemment. Bon, bah, le cinéma, c'est que je fabrique cette table, ouais. Voilà, 30, et ensuite je la mets en vente avec plein de mini-bouts de cette table. Mais il faut que j'arrive à vendre suffisamment de mini-bouts de cette table pour rembourser le coût de la table. Sinon, là, on perd de l'argent. Et donc, le marché, à ce moment-là, les films que je fais à ce moment-là perdent de l'argent. Je pense notamment à Gangsterdam, qui sort en 2017. Que tu produis? Que je produis pas. Mais il y a une majorité des films français qui perdent de l'argent aujourd'hui. La très grande majorité. La très grande majorité. 70%. Oui, c'est ça. C'est 2 tiers, quasiment. Gangsterdam perd de l'argent. Gangsterdam est un vrai échec du box-office. Et j'en suis accusé complètement, directement. Pourquoi? Parce que c'est la polémique qui va venir juste après celle des Chinois et du sketch des Chinois. C'est la polémique où on dit qu'il y a l'apologie du viol, l'apologie de l'homophobie dans ce film-là. En gros, il y a des blagues qui ne sont pas des blagues qui ont été écrites par moi, qui ne sont pas des blagues qui sont dites par moi dans le film. C'est le sidekick du film qui est interprété par Côme Levin à l'époque, qui est un acteur formidable d'ailleurs, mais il interprète un rôle, tu vois. Et à l'époque, il y a une énorme polémique qui enfle. On fait la couverture du journal 20 minutes. On est sur Quotidien. Yann Barthès invite le producteur et le réalisateur du film pour se justifier. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Que des producteurs et réalisateurs, le jour de la sortie d'un film, viennent se justifier du film. Et évidemment, je me prends tout dans la tronche. Pour toi tout. Les gens disent le nouveau film de Kev Adams. Et ça dérive très vite. Sur toi. Kev Adams fait l'apologie du viol. Kev Adams est raciste et homophobe dans le film. Et donc, le film est un échec énorme au box-office. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que les critiques et la méchanceté d'Internet ont un vrai impact sur le box-office. C'est plus juste Internet, c'est la vraie vie, là. Bien sûr, bien sûr.
Et je le vis hyper mal, franchement. Je le vis mal et je comprends pas, je suis dans la compréhension et je me dis, mais... Et je le dis, je me rappelle, j'ai l'impression d'être seul, tu sais, dans une immense pièce et je crie, mais c'est pas moi qui dis ces trucs-là dans le film. Et tout le monde me regarde, genre, mais on a rien à foutre que c'est pas toi qui dis ça dans le film, tu vois, tu portes le film. Derrière, je sors un film qui est beaucoup plus pointu, beaucoup moins comédie. C'est un film qui s'appelle Tout là-haut, un film de Serge Hazanavicius, où je joue un snowboarder qui est inspiré de la véritable histoire d'un snowboarder qui était un snowboarder hyper connu dans la vallée de Chamonix et qui avait comme défi de rider l'Everest. Ouais, je me rappelle. Il est parti rider l'Everest et le film marche pas du tout en salle, ça fait 300 000 entrées, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un vrai 2 poids 2 mesures au cinéma. C'est-à-dire qu'il y en a qui font 300 000 qui sont très contents. Voilà. Mais c'est normal. Et Ça, comme pour toi, le coup, t'avais habitué à avoir 3 moi, je m'en plains pas, c'est le jeu. Il y a des gens qui font 300 000 entrées ou 400 000 entrées qui vont célébrer ça vraiment de ouf. Moi, je fais 300 000 ou 200 000 entrées, c'est un échec, c'est comme ça. Mais oui, comme tu le dis, il y a 2 facteurs là-dedans. Il y a une question d'habitude. Tu nous as habitués à faire beaucoup plus d'entrées que ça, donc forcément, on est déçus. Et après, un facteur de budget. Il y a des films français qui ont des tout petits budgets. Effectivement, quand ils font 300 000 entrées, c'est un succès. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de souvent jouer dans des films à grosse production, donc dont le budget est important. Et donc, forcément, oui, 300 000, c'est un échec. Et donc, l'année 2017, ouais, j'enchaîne, je te dis, Gangsterdam, Tout là-haut. Après, en 2018, il y a un autre film que j'adore qui s'appelle Love Addict qui sort. Ça remonte un peu, ça fait, je crois, 700 000 entrées ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas le succès qu'on attendait. Tu joues dans un film américain aussi en 2018. Ouais, exact. Ouais. Avec Mila Kunis. Rêve de gosse absolu, quoi. Ouais. Ça, c'est génial aussi. Je pars à Budapest, tourner dans un film américain avec que des Américains. J'ai un carloge. Je mange des cornflakes américains. Je bouffe des Fruit Loops. C'est un truc de fou, quoi. Non, j'ai adoré cette expérience. Finalement, tu manges mal, parce que c'est pas bon. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un truc de paradoxe constant, en fait. C'est-à-dire que tu es dans une année où, en fait, ça va plus, ça marche mal. Et c'est à ce moment-là que les Américains ils disent, viens faire un rôle pour nous dans une énorme production américaine avec Mila Kunis. C'est ça qui est bon dans ce métier. C'est que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Ouais. C'est toujours parsemé d'embûches. Il y a toujours des moments plus durs, des moments plus cool. Mais en même temps, c'est toujours comme ça, tu vois. Et les gens ne le savent pas, mais il y a aussi ta vie perso qui rentre là-dedans. Tu vois. Parfois, tu vis un succès de dingue, mais dans ta vie perso, tu vis des séismes. Et parfois, inversement. Parfois, tu vis la plus grosse polémique, la plus grande sauce du monde, mais dans ta vie perso, tout est tellement cool que bah, t'es équipé pour y aller, et que c'est cool et que c'est pas grave, tu vois. Tu l'avais vu, Ilyes Djadel, qui avait raconté ici l'anecdote où, au petit déjeuner, il voyait Iris. Ouais, bien Tu sûr. l'avais vu cet extrait, ouais. Je repense à ça. Ouais, Ilyes, ouais. C'était très drôle. Je suis content que ça marche très fort pour lui. Là, ça marche hyper fort, je suis très fier de C'était ton coloc, hein, pour ceux qui ont pas vu l'émission, c'est un humoriste et qui était coloc, tu l'as hébergé en fait. C'est même pas un coloc, c'est... Un coloc, il paye le loyer. Hein. Ah, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ouais, lui, c'est vraiment c'est de l'hébergement. Hein. Lui, c'était pas de la colocation avec Ilyes, c'était du squat. Il est venu, il a squatté, tu vois. Mais j'étais fier qu'il squatte chez moi et je suis fier de son parcours et je pense que il fera partie, j'espère, des grands noms de l'humour de demain. C'est bien parti, là, ça marche fort. En tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Je trouve que c'est un vrai bon gars, quoi. Et donc voilà, donc ces années-là, 2017-2018, sont plus dures. Il y a la suite d'Aladin qui sort, où on se remange des tas de merde dans tous les sens en termes de critiques. Mais tu fais quand même 2 millions. Mais ça fait quand même 2 200 000 entrées, ce qui est un gros score pour le cinéma. Mais à l'époque, un score déceptif pour Aladin. C'est toujours pareil. Tu fais 4,5 millions avec le premier et les gens ils se disent, bah là, vous vous êtes plantés, les gars, vous faites moitié moins. Et donc, à la suite de tout ça, je vis un peu mal et je me dis, il faut que je retourne sur scène, il faut que je remonte sur scène, j'ai besoin de la scène. La scène a toujours été mon point d'ancrage. Ça a toujours été l'endroit où je retrouve mon public sans être trop surexposé. C'est la scène, quoi. Je suis bien, je suis là, c'est ce dont j'ai besoin. C'est ma station essence à moi. Tu fais des petites salles en rodage pour constamment te réhabituer et tout, en off, ouais. Enfin, sans trop communiquer. Je sais pas comment ça se passe, les rodages. Nous, on faisait un truc quand je préparais soi-disant, donc le spectacle qui fêtait les 10 ans de carrière en 2019. En 2018, j'allais dans des salles et j'annonçais pas que c'était moi. Je disais aux gens, vous vendez pas les billets, c'est des spectacles gratos. Les premiers qui cliquent, ils cliquent. Nous, on paye tous les frais, évidemment. Mais ce que je veux, c'est que surtout, vous n'annoncez pas l'artiste qui vient. Comme je sais que je suis un artiste qui est souvent décrié, souvent critiqué, je voulais que les gens puissent venir sans savoir. Donc, ils écrivaient sur leur site internet, il y a une star de l'humour qui va venir, on vous dit pas qui, chopez vos billets maintenant. Et j'allais dans des salles de 50, 100, 150 places. Et je me rappelle, quand la lumière s'allumait, il y avait des gens qui faisaient « Oh non !» C'est vrai? Ouais, il y en avait. Qu'est-ce que c'est dur, ce métier. Et pour moi, c'était génial. Parce que je me suis dit, là, je vais écrire mon meilleur spectacle. Parce que si eux, je les fais marrer, je ferai marrer tout le monde derrière, tu vois. Et j'ai fait ça beaucoup. On a fait une trentaine de représentations comme ça. J'appelais ça des représentations à l'aveugle. Et on en a fait une trentaine aux 4 coins de la France. Et on a écrit le spectacle comme ça. Et on a fait
une des plus grosses tournées de l'année 2019. On a fait 300 000 spectateurs sur soi-disant. Et ça s'est terminé auréolé de succès. C'était la première fois de ma vie qu'on diffusait le spectacle sur TF1. TF1, c'est quand même un énorme défi, un énorme challenge. Et le spectacle fait plus de 3 millions de téléspectateurs sur TF1 pour clôturer l'année de 2019. Pour moi, c'était extraordinaire cette année-là. Donc, tu vois, rebelote 2018, Aladdin, à la 2, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est critiqué, pas critiqué. Et l'année d'après, je fais un spectacle où les critiques sont hyper cool, positives, les gens viennent, on fait des grandes salles, on fait tous les théâtres et on cartonne la diff télé à la fin. Donc non-stop, up and down, tu vois, non-stop. Donc, faut tenir, en fait. Et c'est ce que tu disais, le plus dur, c'est... En fait, je crois que c'est Johnny Hallyday qui t'a dit ça. Johnny, il te dit, le plus dur, c'est pas d'être connu ou d'un artiste qui marche, c'est de durer des années, en gros. Et il te prend pour un chanteur, d'ailleurs. Ouais, à ce moment-là, il dit, tu feras des bons morceaux et des mauvais morceaux. Ouais. Mais je pense qu'il a longtemps cru que j'étais un chanteur. Ah, c'est vrai? Ouais. En fait, dès que j'allais à Los Angeles, j'allais chez lui, j'adorais, c'était ma maison, loin de ma maison. Je me sentais bien chez eux, j'étais cool, j'étais tout le temps hyper bien reçu. Et puis ce mec était d'une gentillesse dingue. Peut-être notre plus grand artiste de tous les temps en France, franchement. Et pourtant, tu le voyais, il était en jogos, d'autres détente. Il m'accueillait. Ah, Kev, t'es là, viens, on va discuter un peu. Et on se posait sur la terrasse et on avait des longues discussions. Et t'imagines, pour moi, je le regardais. Incroyable, c'est incroyable. Ça, je me disais, c'est dingue. Et j'écoutais tout ce qu'il me disait. Et je n'osais pas lui dire que j'étais pas chanteur. Ah bon? Non, je n'osais pas. Ça me faisait. Et puis je n'osais pas le contredire de toute façon, quoi qu'il arrive, en règle générale. Et donc, quand il me disait, tu vois, toi, tu fais quoi? Tu fais de R&B, c'est ça? Ce qu'il faut que tu fasses dans ton R&B. Et moi, j'éctais. Je sais, ouais, qu'est-ce que je dois faire dans mon R&B? Tu vois? Extraordinaire. Et c'était génial. Et un jour, ouais, il me dit ça. Il me dit, le plus dur dans ce métier, c'est pas d'être une star. Des stars, il y en aura plein. Et moi, ça fait 50 ans que je fais ce métier. Les stars, j'en ai vu. Partir, revenir, partir, revenir, puis une nouvelle star, puis la nouvelle du moment, puis le nouveau mec du moment. Il dit, ce qui compte, c'est de tenir, que le public sache qui tu es, toujours, tout le temps. Il dit, c'est facile sur 5 ans, un peu plus difficile sur 10 ans, difficile sur 15, très difficile sur 20, quasi impossible sur 25, jamais vu sur 30, tu vois. Et alors là, après, on rentre dans l'exceptionnel, quand ça dure 35, 40 ans de carrière. Mais 35, 40 ans de carrière où tu continues de proposer des choses aux gens, où tu continues d'être actif, où tu continues de faire pleinement ce métier. Ouais, je crois que c'est très, très dur. Très, très dur. Et d'ailleurs, je suis pas sûr d'y arriver encore aujourd'hui. T'as envie de ça? Je sais pas. C'est vrai? J'ai pas envie de prévoir ce que j'ai envie pour ma vie, tu vois. Je commence à faire ce métier très jeune, à 19 ans. Je vais en avoir 33 cette année, ça fera bientôt 15 ans que je fais ce métier. J'ai eu... ce métier, il m'a tout donné. Mes plus grandes joies, mes plus grandes peines. Il m'a donné mes plus belles émotions, mes plus belles histoires d'amour, mes plus grandes fiertés, mes plus grandes hontes aussi. Et je sais pas si j'ai envie de faire ce métier toute ma vie, j'en sais rien. Et tant mieux d'ailleurs. C'est cool de pas savoir de quoi demain est fait. Non, mais tu peux savoir si tu as un peu envie, tu vois, de durer, ou si finalement tu commences à te dire, bon, j'ai fait le tour, j'ai plutôt être du côté prod. Il y en a un comme ça, on a des potes en commun. C'est pas impossible que je finisse ma carrière en faisant de la production, de la réalisation, c'est-à-dire en m'exposant moins, tu vois, et en redevenant un invisible, comme j'ai été à l'école. Parce que peut-être que c'est ce que je suis profondément, tu vois. Ça m'arrive de jouer dans des films et d'imaginer d'autres acteurs à ma place, plein de fois. Ah bon? Ouais, ça m'arrive plein de fois. Je joue dans le film et c'est cool et je suis content de le faire. Et je me dis, mais comment il aurait joué lui? Comment il aurait fait si c'était lui? Comment le film serait? Et souvent, je le trouve mieux le film dans ma tête. C'est vrai. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça déteint sur toi aussi. Tu vois, les critiques ou le fait que certains veuillent pas. Moi, ça m'a fait mal pour des films parfois. Tu sais, quand t'es attaché à des projets, tu te dis, putain, ce film, il est charmé. Et qu'il y a des gens qui disent, bah, on lise pas parce qu'il y a Kev. T'as envie de dire, vas-y, enlève Kev. En vrai, enlève Kev. Parce que moi, je réfléchis pas que comme un acteur, je réfléchis aussi comme un producteur qui a envie de donner les meilleures histoires possibles aux gens. Et tu sais, des fois, je me dis, mais on aurait pu avoir le casting parfait, là. Le seul point noir, c'est moi. Ah ouais, putain. Vas-y, putain, peut-être on m'enlève, non, en vrai. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir ces discussions avec Elisa. Ça m'est déjà arrivé de dire, mais attends, mais viens, celui-là, on le fait sans moi, non, en vrai. En vrai, on le fait sans moi. Et ça nous est d'ailleurs arrivé de produire des films où je kiffe de ouf le casting et j'y suis pas. Tu vois, à l'époque, on a produit Tout nous sépare, c'est un film avec Catherine Deneuve et Necfeu. Ben, je sais très bien que si ça avait été moi, peut-être que Catherine Deneuve, elle aurait pas fait le film. Peut-être que si, hein, je sais pas d'ailleurs. Ou que si j'avais été Catherine Deneuve, peut-être Necfeu, il aurait pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que j'étais trop content. J'étais content de faire ce film. Produit ce film. Ouais, coproduit avec Nolita et
Et j'étais trop content. Et Ouais, je comprends. content et fier aussi. Content et fier de mettre un pied dans l'élitisme parisien. Je me rappelle qu'à l'avant-première, quand il y avait écrit produit par Kev Adams au début du truc, tu vois, j'avais senti un souffle dans la salle de quoi? Attends, pousse. Necfeu Catherine Deneuve, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, ce gars-là? Tu vois, le clown des rues, là. Qu'est-ce qu'il vient nous emmerder chez nous, là? Tu vois? Je sentais ça. Et il y avait une forme de fierté. Il y avait un côté... Et ouais, les gars, vous m'avez pas vu rentrer, je suis rentré par la porte de derrière. Vous m'avez pas vu, j'ai sorti de secours, vous l'avez laissé ouverte, vous êtes des oufs. Alors, ça me rappelle un tweet que j'ai vu où tu dis que tu es passé par la porte de derrière et je trouve ça assez marrant. On va pas citer, ça sera flouté le nom du tweet, mais j'ai acheté un soda parce que poire yuzu, ça me semblait un parfum sympa et je me retrouve à lire un message de Kev Adams, si c'est pas la meilleure punition au consumériste, je sais pas ce que c'est. Et tu retrouves sur une eau qu'en fait tu produis de l'eau minérale aussi. Ouais. Là, t'es partout. Ouais, Ouais. Attends, c'est incroyable. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est marrant que ce tweet, je l'avais pas vu pour le coup. Non, mais c'est pour dire, tu vois, c'est... C'est marrant quand même, reprenons la volonté de cette personne, Alice. Alice, elle achète de l'eau. Elle achète de l'eau. Ok? Elle boit de l'eau poire yuzu. Elle se dit, c'est sympa, l'eau poire yuzu. Je vais goûter. Ok? Elle goûte. Elle parle même pas de la qualité de l'eau. Elle tourne la bouteille, elle voit qu'il y a un mot de moi. Elle se dit, ah, ça va me faire un bon tweet. De détester, de critiquer, de mettre de la haine sur ce mec. C'est cool, ça va être repris, ça va être suivi, ça va être liké. Et donc, c'est ça dont je vais parler, non pas la qualité de l'eau. Tu réalises dans quelle époque on vit ou pas? C'est ça que je veux dire. Tu veux dire d'aller chercher un truc pour faire le buzz? Mais quel intérêt de parler de moi? Qu'est-ce que t'en as à foutre que c'est moi qui fasse l'eau? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que ça va changer à ta vie, Alice? Ça va changer le goût de l'eau? Que c'est moi qui l'ai fait? Non, mais, tu vois, moi, ce genre de truc injuste au possible, ouais, ça m'agace un peu. Après, ouais, je fais de l'eau. Ouais. On m'a proposé ça il y a quelques années, ça s'appelle Drinkwater, et c'est un truc qui propose de l'eau en ultra bouteille d'aluminium, en bouteille réutilisable. L'idée, c'est que ta bouteille devient ta gourde, et qu'ensuite, tu peux la re-remplir d'eau minérale, et l'idée, c'est qu'on espère, dans quelques années, arriver à avoir des distributeurs d'eau minérale et d'eau avec des goûts différents dans les supermarchés, et donc d'arrêter de réacheter des bouteilles sans cesse et de les jeter sans cesse, parce qu'il faut savoir que c'est ce qui massacre nos océans aujourd'hui. Et donc, je trouve que cette idée, elle est un peu... elle est simple, elle est con, mais elle est révolutionnaire. T'achètes une bouteille une fois, et ensuite, avec cette bouteille, il y a un scan, tu la scannes sur la machine, et tu te remplis tes bouteilles dans les supermarchés. Et si tu as besoin de 6 ou 8 bouteilles, tu en achètes 6 ou 8, mais c'est tes 6 ou 8 que tu vas garder 5 ans. Tu vois? Et le pire, c'est qu'en plus, c'est en alu qui est recyclable. Donc même au bout de 5 ans, quand tu l'achètes, on va la recycler. Oui, l'alu, ça se recycle à l'infini. Donc, ouais, j'adore ce projet. On est soutenu par des associations de ouf comme Sea Shepherd's, que je soutiens à fond. Protège les océans. Qui protègent les vrais pirates des océans, dans le bon sens du terme. C'est quand même eux qui vont, tu vois, rentrer dans les chalutiers qui chassent les baleines et les dauphins. Parce qu'il y a encore des enculés de nos jours qui chassent les baleines et les dauphins, tu vois. Donc, c'est important que des gens s'en occupent. Et c'est eux, c'est Sea Shepherd's. Et j'ai été avec eux en mission. Tu vois, j'ai été m'impliquer, rencontrer leurs dirigeants, comprendre comment ça se passe et comprendre les actions, qu'elles soient minimes ou majeures. Et donc, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils nous accompagnent sur cette eau. C'est parce qu'ils savent que, bien sûr, c'est un business, mais que la volonté derrière, elle est vraiment tu vois, c'est un petit pas pour nous, mais c'est un grand pas pour la planète. Si on arrive à... Moi, mon rêve, c'est qu'on soit copié. C'est qu'il y ait des grandes majors d'eau, pour te dire, hein, je suis pas très bon businessman. Ils se mettent à l'aluminium. Ouais. Non, qu'il y ait des grandes majors d'eau qui disent, mais en fait, ils ont raison, c'est ça la bonne idée. Il faut qu'on mette des distributeurs d'eau, tu vois, et qu'on arrête de revendre des bouteilles. Bref, c'est un autre sujet, mais l'idée derrière ça, c'est pas... J'ai jamais fait de pognon derrière ça. J'ai jamais gagné 1 euro. J'ai investi de l'argent, j'ai jamais gagné 1 euro. Mais je me dis peut-être qu'un jour, ce sera payant. Et si ça l'est, je serais heureux d'avoir participé à ça pour mes futurs enfants ou pour les mômes de demain. Ouais. On va parler de maison de retraite et de comment tu as dû donner beaucoup d'énergie. Juste avant, tu parlais dans Do It Yourself, tu disais, je sais pas, mais tu as beaucoup de business à côté. Tu essayes plein de trucs, tu t'arrêtes pas, c'est chambé. Ouais. Tu as essayé de faire une application, même pour trouver des amis à côté, si tu voulais faire un bowling. Ouais. Tu disais, hop, tu peux te géolocaliser, qui veut faire un bowling ce soir, machin, etc. Tu as essayé plein de choses. Plein de choses. Tout le temps. J'ai essayé des burgers sains aussi, à un moment donné. On a ouvert un restaurant de burgers qui s'appelait Jack Kelsey. L'idée, c'était de créer le burger le moins calorique possible. Il faut savoir que la malbouffe, c'est un grand mal de notre époque. Bien sûr. Aujourd'hui, pour les jeunes, il y a un côté presque naturel que de manger du fast-food. C'est même plus une sortie spéciale, c'est devenu presque le quotidien pour certains. Et quand tu regardes
à quel point la population s'américanise dans ce sens-là. Il faut faire attention. Et donc, à l'époque, ouais, avec mon coach sportif, Johan Exili, on a monté un resto de burgers sain, avec que des produits sains, locaux, où tu pouvais bouffer un burger et le taux de glycémie, bon, c'est un peu technique, hein, mais Non, mais le taux de c'était plus bas. glycémie et le taux de calories étaient beaucoup plus bas que 100% des autres burgers du marché. Voilà. Idée géniale, j'y ai cru à mort, ça s'est planté en 6 mois. Mais non, mais c'est important tu vois, ça s'est planté en 6 mois, j'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus, je regrette pas une seconde. Pas une seconde. En fait, c'est qu'à un moment, il faut jeter des graines pour qu'il y en ait qui poussent. Mec, il n'y a que ceux qui montent pas sur le rythme qui prêtent pas de coups, il y a que ceux qui essayent pas, à qui il Il n'y a que ceux qui font qui font pas de conneries, on peut en sortir plein, mais c'est vrai. Mais c'est évidemment la vérité. Vrai. D'ailleurs, j'incite tous les gens qui nous regardent, vraiment, s'il y a bien un truc que je pousse, c'est faites. Et trompez-vous. C'est génial de se tromper. Moi, j'ai investi dans plein de boîtes. Je crois qu'aujourd'hui, je peux te le dire avec beaucoup de fierté, 90% d'entre elles ont fermé. Et ça marche pas, et ça n'a pas marché. Et pourtant, j'y ai cru, mais dur comme fer. Et parfois, j'ai des potes à moi qui me disent, t'imagines tout ce que tu aurais pu faire avec cet argent? Je m'en fous. Des potes qui t'écrasent. Non, mais surtout, l'argent, c'est pourquoi? C'est pour garder dans ton compte comme ça au cas où, pour pour faire des choses. Maison, pour faire d'autres choses, pour produire d'autres choses. Ouais, faire des choses. Tiens, et j'ai la chance d'avoir des projets qui ont fonctionné. Alors justement. Drinkwater, le Fridge, bien sûr, qui est la boîte de production. Comedy Club. Bien sûr. On va en parler juste. Maison de retraite 1. On est en 2022, le jour de la sortie. Je parle vraiment pour la sortie. Donc voilà. Il aurait pu ne jamais sortir. Tu as eu beaucoup de mal à le produire. Ça, je savais pas. Est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes à quel point ça a été dur, un chemin de croix? Ça a été le chemin de croix est plutôt c'est la bonne image. Écoute, c'est le film qu'on a eu le plus de mal à produire avec ma boîte de production. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. On a envoyé ça à tous les acteurs. Parce que majeurs. Le plus cher ou rien à voir? Pas du tout, pas du tout. Non, c'est un tout petit film. Le budget de ce film doit être autour de 4 millions d'euros. C'est vraiment... Enfin, c'est pas tout petit. Oui, par rapport à Aladdin... C'est moyen moins pour un film français, quoi, tu vois. Quand tu sais que Les Mousquetaires qui sont sortis cette année, ça coûte 72 millions d'euros, les deux, ou que l'Astérix de Guillaume Canet, ça coûte 64, ou que les films, tu vois, Pâté en moyenne coûtent entre 20 et 25, quand t'es à 4, non, c'est un petit film. Mais on envoie le film à tout le monde, le film... le scénario, tu veux dire? Ouais, le scénario, ouais. Qui est un scénario particulier, pour moi, c'est la première fois que je coécris un scénario de cinéma. Donc j'y mets une partie de moi, de mon cœur, j'ai envie de rendre hommage à mes grands-parents. Ouais, c'est un challenge pour moi, c'est un défi, quoi. Et à ce moment-là, le dernier film, pour moi, qui est sorti au cinéma, c'est Ala 2. En 2018, donc qui a été déceptif en termes d'entrée. Ouais. Et donc, il y a une espèce de mot comme ça qui tourne un peu dans le métier, que j'entends sans entendre, qui est Kev Adams, il a eu sa hype, tu vois, c'était en 2015. Il a eu son temps. Il a eu son temps. C'était l'étincelle, c'était le produit des ados. Ça ne l'est plus, c'est fini. Attention, tout ce qui va toucher maintenant va se planter. Et je sens ce truc-là. Personne ne me le dit clairement en face, mais on le dit à des gens avec qui je travaille. Les gens qui bossent avec moi me disent, c'est un peu le film de la dernière chance. Si celui-là, il se plante, mec, ça va être compliqué, quoi, derrière. Et donc, je sens cette espèce de pression qui arrive et je sens qu'il y a un rejet du métier. Un rejet pour ce film. Et on me dit des trucs. On me dit, tu sais, les vieux, c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur. On me dit, ton public, c'est quand même des jeunes. Je pense pas qu'ils iront voir un film qui s'appelle Maison de retraite. On me dit ça, vraiment. Donc, au bout d'un moment, moi, je m'obsède. Je me dis, mais moi, j'y crois à ce truc. J'y crois à cette histoire. C'est le rôle que j'ai envie de faire. Et puis, il faut être très honnête. À ce moment-là, on me propose rien du tout. Rien. Je passe quand même en 2018 où je reçois... 2017-2018, je dois recevoir... Pas beaucoup, mais genre 10-12 scénarios dans l'année, tu vois. C'est beaucoup, hein. À 0. On est post-Covid. Et enfin, on est même pendant le Covid. Et je reçois rien. Putain. Et j'ai ce script et j'y crois à mort. Et pour moi, c'est la bonne histoire, quoi. Et donc, on essaye de financer le film et on n'y arrive pas. On ne trouve pas l'argent chez les acteurs traditionnels du cinéma. On ne trouve pas l'argent. Donc, je trouve des investisseurs privés à Dubaï. Je pars à Dubaï, je fais des rendez-vous. Puis je me fais mener en bateau. Puis finalement, les mecs, ils nous plantent à 3 semaines du tournage. Tu lances la prod du film? En fait, on lance la prod du film sur une promesse d'investissement. Et les mecs plantent à 3 semaines du tournage, quoi. Alors que tu as déjà beaucoup d'argent avancé. Mais tu n'as pas pu les payer encore. 600 000 euros d'avancé, ouais. Bah. Et ma mère, à ce moment-là, me dit, tu payes cet argent, tu te démerdes, on va vendre des choses, tu vas payer cet argent. Et tu arrêtes ce projet. C'est pas pour toi, ce projet. Tu vois bien. Tout le monde te dit stop. Pourquoi tu t'obsèdes, quoi? Jusqu'à quand tu vas t'obséder?
T'es en train de te mettre dans la merde, t'es en train de mettre tout le monde dans la merde, quoi, pour ta maison de retraite. C'est trop, c'est too much. Je comprends que c'est ta passion, je comprends que c'est ton métier, mais c'est too much, quoi. Tu peux pas. Au bout d'un moment, là, tu comprends bien que les enjeux, ils sont trop grands. Et je me rappelle que ça me brise le cœur, parce que ma mère, ça a toujours été la voix de la raison, tu vois. Elle est raisonnée. C'est une femme qui a travaillé pendant 23 ans comme employée d'une société, tu vois, et qui a jamais fait de vague. C'est raisonné, c'est carré, c'est droit. Et à ce moment-là, j'ai un appel de Stan Wawrinka, qui est un pote à moi, qui est tennisman, qui est triple champion de Grand Chelem, qui a gagné 3 fois le Grand Chelem, qui est un appel de la Providence, en vrai. Si tu crois en Dieu, c'est le moment d'y croire, quoi. C'est que c'est un appel qui arrive de nulle part. Où il me dit, tu vas pas bien? Je dis non. Il me dit, raconte-moi. Je lui raconte l'histoire. Et le mec me dit, envoie-moi le scénario. Et je lui envoie le scénario. Et le mec va mettre l'argent nécessaire. Il va mettre plus d'1 million d'euros pour que le film se lance. Donc, pour pallier ces 600 000 euros déjà avancés, plus attendre qu'on aille chercher d'autres gens. Et grâce à lui, on a des investisseurs, d'autres qui disent, bon, bah, si lui, il y croit et qu'il met autant d'argent, allez, vas-y, on met un peu d'argent. Tout en imposant des choses que les gens ignorent, mais qui sont dingues, à savoir Kev gagne pas 1 euro, c'est normal. On prend pas de salaire sur un film comme ça. Bah, c'est normal. On suit la lubie de Kev, là, on suit sa folie. Il va pas en plus se payer, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc je dis OK. Et sans assurance. La moyenne d'âge de notre casting, c'est 80 ans. On n'a pas d'assurance. Les assurances refusent de nous suivre. Et on lance le tournage comme ça, avec les mains qui tremblent. En se disant, et moi je dis à mon pote, tout l'argent que tu as avancé, qui est plus d'1 million d'euros, je lui dis, s'il faut, je travaillerai à vie pour te rembourser, mais je te rembourserai. Et lui, il me dit, mais je te demande pas ça. Il me dit, je prends les risques que je prends, c'est OK. Et on attaque le tournage du film, et je me rappelle, on n'a pas d'assurance, et Elisa me dit, s'il arrive le moindre problème, on est dans la merde. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui peut arriver? Et on commence le tournage, 3 semaines après, nous sommes en guerre. On ferme tout, c'est Covid. Covid. Tu sais que je me rappelle, j'ai pété un câble. J'ai dit, il y a tout le monde qui va revenir lundi sur ce plateau de tournage. Moi, je joue ma vie, moi, putain. Avec toute l'équipe qui était en silence, tu vois, de mecs, c'est la loi. Enfin, on n'a rien contre toi ni contre ton film. Mais... Non, mais tout le monde a voulu continuer, puis en fait, tu vois que c'est sérieux. Le lendemain, il n'y a plus personne dans la rue, quoi. Ouais. Je me rappelle, j'avais des larmes aux yeux sur le plateau. Des gens de 80 ans, t'imagines, à l'époque. Évidemment. C'est comme ça que j'ai été raisonné. C'est que Stan m'a appelé, qui est quand même le mec qui prend le plus de risques à ce moment-là en termes d'argent. Et il me dit, tu dois couper, Kev. Tu dois couper. T'es obligé de couper. Tu peux pas prendre n'importe quel risque pour la santé de tes acteurs. Enfin, c'est dangereux, quoi. On parle d'un vrai truc qui est dangereux. Et on fait 3 mois de Covid où tout le monde reste chez soi et où j'appelle mes acteurs toute la journée. Et Mylène de Mongeau est emmenée à l'hôpital. Elle était déjà malade à l'époque. On me dit que ça va pas. Donc je commence à réécrire le film en me disant il faut que j'ai une solution de sortie. Et puis j'y arrive pas. Le film sans elle, il est nul. Et on a déjà tourné des séquences avec elle qui sont dingues. Donc j'abandonne. Je passe le pire Covid possible. À me faire tous les scénarios dans ma tête, à machin. Elle s'en sort miraculeusement, franchement. En me disant, ça m'émeut encore, mais en me disant au téléphone, j'étais au fond du trou, mais j'ai pensé à ce film, Kev, il faut qu'on finisse ce film, tu vois. Et on finit 3 semaines, donc 6 semaines de tournage en tout, 3 semaines avant Covid, 3 semaines après Covid. Et on finit le film, et il est dans la boîte, et je souffle. Et je me rappelle, le dernier jour de tournage, je pleure toutes les larmes de mon corps, sans aucune raison. Ah, c'est la décharge émotionnelle. Ouais. Il y avait un côté, c'est dans la boîte, putain. Le film impossible. Le film impossible. Il est impossible à faire, ce film. Ça fait 2 ans que tout le monde me dit que c'est impossible, qu'il faut arrêter, qu'il faut lâcher. Et c'est dans la boîte. Je pleure. Sans rien. Je crois qu'il y a le régisseur qui m'a dit « Je t'ai mis ton manteau sur la chaise ». J'ai dit « Tu vois ?» Et derrière, je me dis « Ça y est, maintenant le film, il va sortir. » Et ben non. Ça repart, la galère. Quoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Quand tu as fini de faire un film, il faut payer autre chose qui s'appelle les frais de sortie. Les frais de sortie, c'est quoi? C'est pas inhérent au film. Enfin, si, c'est inhérent au film, mais c'est pas directement dans le budget de ton film. C'est un budget en plus, en réalité. C'est-à-dire que d'un coup, tu as un film qui coûte, mettons, 4 millions d'euros. Il va falloir rajouter, en général, c'est entre 10 et 15% de cette somme pour faire la promotion de ce film. Payer les affiches dans les cinémas, les affiches dans la rue, payer les attachés de presse qui vont s'occuper de la sortie du film. Pour la promo, ouais, c'est ça. Voilà, payer la tournée, si tu fais une tournée dans des cinémas, bah, les hôtels, les trucs, ça se paye. Donc tout ça fait partie des frais de sortie. Un film qui n'a pas de frais de sortie est un film qui est presque mort-né. C'est-à-dire que tu vas faire aucune communication, aucune promotion autour de ton film. Et là, à l'époque, la distribution accepte, il y a une boîte de distribution qui accepte de prendre le film et qui dit
nous, on vous accompagne gentiment, entre guillemets, puisqu'on n'a pas très envie de vous accompagner de base. Mais bon, on y croit, on a envie d'aller avec vous. Alors, on va faire l'effort d'y aller, mais on ne peut pas se permettre de payer les frais de sortie. C'est trop gros comme budget. C'est pas un budget qu'on avait prévu dans notre année. Donc, à vous de les trouver. Donc, moi, tu te rends compte, j'ai un film fini et on est en train de me dire, c'est soit tu trouves 600 000 balles, soit il sort pas, en fait, ton film. Et tu savais qu'il était bien, en plus, à ce moment-là. Je sais plus à ce moment-là. Ah oui? Ouais, je sais plus rien. Moi, je le trouve cool, mais je sais plus. Je sais plus. À ce moment-là, tu sais, je suis dans une espèce de course effrénée de jusqu'à quand, putain, jusqu'à quand? C'est ça. Jusqu'à quand les problèmes? Tout le temps les problèmes. Putain, faut se mettre à ma place à ce moment-là. Dès qu'on m'appelle, c'est pour me dire, il y a un problème. Ouais, c'est ça. Il y a un problème. T'as que des... Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème sur le film, truc, machin. Il y a un problème sur les mecs, machin. Il y a un problème sur les salaires de ces gens-là, faut finir de les payer. Il y a un problème, machin. Il y a un problème, tout le temps un problème. Donc je rappelle Stan. C'est vrai? Ouais. Qui remet de l'argent. Et lui aussi commence à paniquer, tu vois. Tiens, ça fait beaucoup, là. Les gars, Kev, c'est parce que tu m'avais vendu à la base, quoi, tu vois. Tu m'as jamais parlé que d'un coup, il y avait encore de l'oseille à rajouter au moment de la sortie du film. Je lui dis, mais parce que je savais pas. Et le mec lâche pas le bateau, quoi. Il renvoie. Et on sort le film. Avec encore 1000 autres complications. 1000 autres complications. Depardieu refuse de faire la promotion du film à l'époque. Ah oui? Ouais. Il va chez Quotidien le jour de la sortie de notre film, de Maison de retraite, et il fait la promotion pour 2 autres films. Je crois que j'en ai jamais parlé à personne de ça. C'était le premier à qui je l'ai dit. Et moi, je suis devant ma télé, effaré. Comme un mec qui vient de porter son film pendant 2 ans comme un malade contre tout le monde, tu vois. Et t'as un mec qui est dans le film et qui te dit fuck, moi je le défendrai pas, mais je défends le reste. Pourquoi? Tu sais ou pas? Chap. Il kiffait pas le film, certainement, j'en sais rien. Et j'ai jamais cherché à savoir d'ailleurs. Putain, mais c'est dur de me faire ça, quoi. Ouais, bah oui. Donc je suis seul, quoi, dans cette bagarre. Et Dieu merci, les autres m'aident vraiment. Firmin Richard, Mylène de Mongeau, Daniel Prévost, ils font de la promo, ils y vont, ils défendent le truc, ils sont fiers. Ça marche directement, le film, ou ça met du temps? Ouais. Premier jour, on fait 130 000 entrées. Après, le truc part, ça décolle très vite. Les avant-premières, tu vois que ça résonne dans la salle, ça marche? Ouais. Enfin, toute la tournée d'avant-première, on me dit, vous allez faire 500 000 entrées. Ce qui est un bon score pour un film français. Hein. Mais moi, je ferme la boîte si on fait 500 000 entrées. J'ai besoin d'1 million, il me faut 1 million. Il fallait que tu fasses 1 million. Il me faut 1 million. En fait, à 1 million d'euros, Stan, il est remboursé. Enfin, c'est ma seule obsession à ce moment-là. Je veux que le mec récupère son oseille, c'est tout. C'est déjà beaucoup, 1 million. Ce qui est déjà énorme. C'est 1 million d'entrées. En France, maintenant, c'est beaucoup. 1 million d'entrées, en moyenne, il y a maximum 8 à 10 films français chaque année qui vont faire 1 million. Sur 400 qui sortent. Je crois que l'année dernière, par exemple, c'est genre 4, 5 films français qui dépassent le million. Et tu fais combien exactement? Les films fait 2 40 000 entrées. Bravo. Non seulement on rembourse Stan, mais en plus, ils gagnent de l'argent et on sauve notre boîte, My Family, qui devait fermer, franchement, ça devait fermer. Là, tu te dis, je vais faire le 2 directement? Non. Je savais même pas quoi faire après la sortie, je te jure. Je t'ai sonné. Vraiment, je t'ai sonné. Il y a des gens du milieu qui t'appellent, qui ont la carte, et qui te disent là, bien joué. Il y a des gens cool et sincères qui t'appellent et qui te disent bravo, mec, on t'a vu te battre. On sait comment tu t'es battu. Bravo, franchement. Fallait le faire, fallait y croire. Fallait porter tes couilles, tu l'as fait. Et puis il y a des gens qui sont les représentants de la carte, de la hype, qui disent dans les médias c'est un coup de chance. Ah ouais? Ouais. Ils ont eu un coup de chance. C'est un coup de chance. Peut-être qu'ils avaient raison, hein. Peut-être qu'ils ont raison. Est-ce qu'il y a des médias, sans les citer pareil, qui t'ont annoncé comme un échec sur ce film-là? Sur Maison de retraite 1, qui disent ça marchera pas? Il y en a plein. C'est vrai? Plein. Toutes les critiques détestent le film, toutes les critiques un peu pointues. Ouais, tout le monde promettait au film un avenir désastreux. Et puis le truc cartonne. Et après le carton, je le célèbre même pas. Je suis sonné. Tu vois, sonné. Parce que je t'ai pas raconté encore tellement de détails, je pourrais en faire un bouquin sur la sortie de ce film. Mais comme c'est Stan qui paye les frais de sortie, du coup, je vais m'intéresser à un truc auquel je me suis jamais intéressé depuis 10 ans que je fais du cinéma à ce moment-là. C'est où va l'argent des frais de sortie? Combien ça coûte une affiche dans un cinéma? Combien ça coûte une affiche dans la rue? Est-ce que ça sert vraiment à ce que les gens aillent au cinéma ou est-ce que c'est juste pour que l'acteur français, quand il sort en scooter, il puisse faire sa branlette et se dire « Putain, c'est cool, j'ai mon affiche en grand ». Je te le dis, la réponse, c'est le 2. Ah, c'est vrai? Ouais. Parce que les affiches, ça fait 90% des affiches à Paris, personne ne les regarde. Personne ne les regarde. Il y a des tests réels, concrets, clairs. Quelle affiche vous avez vu dans la journée? Qui te disent 6% des gens qui vont au cinéma, ils y vont parce qu'ils ont vu une affiche dans la rue. 6%. Sur 100 personnes, il y en a 6 qui y vont parce qu'ils ont vu une affiche. Donc 600 000 € pour 6%. Mais quand tu vois les prix que ça coûte d'afficher, c'est de la folie. Et à l'époque, je vais moi-même trouver un gars, et l'histoire est folle,
qui s'appelle Kader. Je t'embrasse, mon Kader, si tu regardes cette interview, tu sais déjà à quel point je te kiffe. Qui fait de l'affichage sauvage. C'est un truc totalement interdit par la loi. Ok ? Sauf que ça coûte pas trop 200 000 balles pour être dans les belles colonnes Maurice sur les champs. Ça coûte 20 000 balles, tu vois. Et le mec, il t'en met, il a des petits jeunes, ils collent les affiches partout. Et je dis au distributeur à l'époque, on va faire Kader. Et ils me disent, mais non. Ils disent, mais t'es un malade ou quoi ? Et qui c'est qui va payer les amendes, Kev ? Je dis, c'est moi qui paye les amendes. Ils me disent, mais t'inquiète, on va faire des colonnes Maurice. Je dis, je veux pas de vos colonnes Maurice. C'est bon, je m'arrange avec Kader. Et je fais un rendez-vous au Royal Monceau avec Kader et Stan. Parce qu'ils me disent, il faut que Stan prenne la responsabilité, c'est son argent. Voilà. Ah ouais, waouh. Et Kader qui est en mode, les gars, moi j'ai fait surtout du concert de rap, j'ai jamais fait de cinéma jusqu'à maintenant. Et je lui dis, maintenant tu vas faire du cinoche, mec. Avec tout le monde, tous les partenaires qui disent, vous enlevez les logos, TF1 et tout. Ah ouais. Vous enlevez les logos, hein, on n'est pas là-dessus. On fait pas de l'affichage sauvage. Et on est le premier film français à faire de l'affichage sauvage. Et tu prends des amendes, jeunes dans pas, Paname, dans Lyon, dans Toulouse, qui vont et qui collent des affiches de maisons de retraite comme des voyous, quoi. C'est ça qui se passe, mec. On en est là, quoi. Comme les élections en politique. Oui, mec, la nuit, ouais, machin, ouais. Parce que c'est pour un film de ciné. Ah, c'est fou. Et tu prends des amendes ou pas? Non. Bien sûr. C'est vrai? Ouais, bien sûr. On a pris des amendes, ouais. Ah, ils en mettent vraiment sur l'affichage sauvage, quand même. Et Kader, il est génial parce qu'il m'appelle et il me dit, je vais essayer de te sauver. Il avait compris ma détresse. C'est un mec brillant parce qu'il avait compris ma détresse. Et il me dit, on va t'aider sur les amendes. En gros, les équipes qui vont et qui collent, c'est aussi des équipes qui peuvent aller et décoller. Et donc simplifier le travail des mairies. Et puis il fait ça de manière intelligente. Il colle pas sur les immeubles chez les gens. Non, évidemment, Tu vois ce que je veux dire ? Ça colle dans des endroits assez précis, qui sont visibles des gens, mais qui dérangent personne quand même. Donc, ouais, on a réinventé un truc au moment de maison de retraite. Je demande, par exemple, sur ma bande-annonce, elle va être diffusée à la télé. Ouais. Sur quelle chaîne ? Ils me disent, bon, on sait pas, comme d'hab. Je dis, non, comme d'hab, ça ne va pas. Je veux les heures, les chaînes, je veux les émissions, je veux tout. Et les mecs, ils me regardent comme un martien, quoi. Ils me disent, mais Kev, on nous a jamais demandé ça. Ouais, je dis, ouais, mais vous avez jamais demandé à un artiste de payer les frais de sortie. Donc là, c'est moi qui paye, c'est mon pote. Donc je veux savoir où mon argent va. Donc je veux tout savoir. Et ils appellent. Ils me disent, bon, France 2, ils nous disent que ce sera entre 18 et 22 heures. Je dis, non, désolé, ça me va pas. Non, ça me va pas. Va me falloir vraiment une émission précise avec une pause pub précise parce que je vais vérifier, je vais l'allumer, moi, ma putain de télé, pour voir si elle est diffusée, ma bande-annonce. Donc quand je te dis que j'ai poussé le vice à un point que j'avais jamais poussé, c'est pour ça que je suis sonné après le succès du 1. C'est que je suis sonné parce que j'ai l'impression d'avoir fait 18 boulots en même temps, de me fait chier dessus par l'intégralité de ce métier, et en même temps de ressortir avec une semi-victoire. Alors oui, c'est une victoire, mais en même temps, waouh, à quel prix, quoi? C'est une victoire à quel prix, sérieux, tu vois? Tu l'as pas volé, quoi, celui-là. Je peux pas y laisser ma santé comme ça à chaque film, c'est impossible, tu vois. C'est impossible. Est-ce qu'après la sortie de Maison de retraite 1, t'as eu des scénarios? Ouais, beaucoup. Ah, c'est vrai? Ouais. Bah, c'est ça la belle victoire, non? Je sais pas si c'est une victoire. Au-delà de rembourser Stan. Tu trouves que c'est une victoire que de dire que le métier du cinéma, finalement, il suit ce qui marche pas, c'est des suiveurs, finalement, c'est-à-dire que c'est des gens qui disent, bah ça a marché, alors on envoie des scénarios à ce mec. Moi, je trouve ça bien de prouver à un moment donné. La preuve par l'exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les bons choix. Je sais pas si c'est bien, en tout cas. C'est logique, je suis d'accord avec toi, c'est un business, donc on va là où ça marche. Est-ce que c'est bien? Moi, je crois pas que ce soit bien. Moi, je crois que c'est bien d'être un artiste avec des convictions et de te dire, si j'ai envie de ce mec, j'ai envie de ce mec, peu importe si son dernier film, il a marché ou pas. Est-ce qu'on peut aller voir Maison de retraite 2 si on n'a pas vu le 1? Ouais. Ouais, on peut. On a fait un truc qui se fait pas trop, d'ailleurs, en général, dans les films de cinéma, qui se fait plus dans les séries. On a mis au début du 2 un résumé du 1. Voilà. C'est un résumé assez court, ça dure 2h25. Évidemment, non, ça dure 30 secondes, 40 secondes. Et ça permet aux gens de resituer. Ouais, de resituer et puis de profiter pleinement du 2. Je trouve ça naze qu'il y ait des gens qui se disent, ah, bah, je vais pas voir le 2 parce que j'ai pas vu le 1. Moi, je crois qu'il n'y a pas aucunement besoin d'avoir vu le 1 pour profiter du 2. Ouais. Ton public, aujourd'hui, ça va de quel âge à quel âge? Avec Maison de retraite, là, tu le vois, dans le 2, etc. T'as des jeunes dans les salles? T'as déjà fait aussi toutes les avant-premières, etc. Dans les avant-premières, ça va de 7 à 77, c'est dingue. Vraiment? On a des maisons de retraite qui viennent. Je crois que il y a un monsieur de 103 ans qui est venu voir le film l'autre jour, c'était dingue. Ce week-end, j'avais une jeune fille de 7 ans qui me disait, c'est la 2e fois que je le vois. Je dis, mais comment c'est possible? Il n'est pas sorti le film. Elle m'a dit, je sais, je suis venu à 2 avant-premières tellement j'ai trop aimé. C'est vrai? On a des enfants dans le film. À la fin du 1, on proposait une idée qui était une cohabitation entre des personnes âgées en situation d'isolement et des orphelins issus de foyers. Et donc forcément, dans le 2, on a des enfants qui jouent des orphelins, qui ont entre 8 et 12 ans. Et ce qui est génial, et je pense que ce n'était pas le cas sur le premier, c'est que les enfants s'identifient. Et donc ils se disent, bah, ça aurait pu être moi le môme qui est avec eux et qui vit cette aventure avec eux, tu vois. Donc le 2 plaît beaucoup plus aux enfants que le 1. Ils se font passer des messages entre les générations. Ouais. Jean Reno, comment t'as fait pour l'avoir? C'est fort.
Moi, je suis un gros fan de Jean Reno et il est dans le film et il est très bon. Et il y a une espèce de complicité entre vous qui est assez cool à voir, vraiment. Et tu fais plein de vannes sur tous ces films précédents et ça. Enfin, plein de références. Il y a des références. En fait, son personnage est inspiré d'un monsieur que j'ai rencontré vraiment dans une maison de retraite. Puisque pour écrire les films, j'ai été dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, dans des résidences seniors. J'ai rencontré des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des accompagnants, des infirmiers. Pour voir le métier, quoi. Ouais, et pour me poser des questions. Tu te poses des questions. Comment ça se passe? C'est quoi votre journée? Et d'ailleurs, tu réalises que malheureusement, aux infos, on te parle que des infirmiers et des aides-soignants qui font mal le job. Des gens qui maltraitent, parce qu'il en existe. Il y a des cons, comme dans tous les métiers, il y a des cons partout. Mais on parle jamais des aides-soignants qui font un travail de dingue, qui font un taf qui est souvent sous-considéré, sous-payé, et qui dédient leur vie à aider celle des autres. Moi, j'ai rencontré des gens, j'étais choqué. Des fois, dans les avant-premières, les gens me disent « Si vous n'aviez pas été acteur, vous auriez pu être aide-soignant ». Mais bien sûr que non. J'ai pas du tout les qualités requises. J'ai beaucoup trop d'ego. C'est quand même des gens qui s'effacent pour donner toute leur vie à des résidents qui considèrent comme leur famille. Et ces gens-là, ceux qui font bien le job, on n'en parle jamais. On ne parle dans les infos que des gens qui font mal le job et qui maltraitent et qui sont... Bref. Et les soins palliatifs, c'est encore autre chose. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir malheureusement. Et quand tu vois les gens qui accompagnent jusqu'au bout, qui donnent vraiment du bout l'isolement, il y a des associations, ils vont visiter les personnes âgées en situation d'isolement. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui tue le plus dans notre pays, enfin, un des facteurs qui tue le plus dans notre pays, les personnes âgées, c'est l'isolement. À une société, on n'a jamais été aussi connecté, où le tout à chacun donne son avis sur n'importe quoi, sur Internet, sur machin. On peut se parler en FaceTime à l'autre bout du monde, et pourtant plus personne va voir nos vieux. Ils meurent seuls. Mais attends, c'est quand même dingue. Sérieux, les gars, quoi. Donc j'ai appris tout ça, moi. Je te dis juste une anecdote. Le père de ma copine s'est inscrit dans une association, c'est assez fou, pour accompagner les gens dans leurs derniers moments. Il va tous les week-ends s'asseoir à côté de quelqu'un qui va partir. Pas de famille, bravo à lui. Non, non, mais c'est pas dire, ça existe. Il y a des associations pour ça, pour ceux qui veulent donner du temps et tout, c'est fou, quoi. De la même manière tenir la main, tu vois, de quelqu'un qui est seul. De la même manière qu'il existe des initiatives pour aller visiter des personnes âgées en situation d'isolement, aller passer du temps avec elles. C'est important. Moi, je l'ai fait. Alors, j'ai presque aucun mérite, parce que je l'ai fait pour écrire mon film. J'allais poser des questions, comprendre, je voulais comprendre. Je voulais comprendre comment, à 80 ans, t'es coupé de tout et de tout le monde. Comment plus personne vient te voir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Donc j'ai posé plein de questions à tout le monde, tout le temps. Et un jour, je rencontre un monsieur, et je posais souvent les mêmes questions aux résidents. Dès que je les rencontrais, je leur disais « Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ?» Parce que c'est agréable, tu vois les yeux qui s'éveillent, qui s'éclairent, tu vois que la personne, elle revit des années incroyables et tout. Et le mec me dit « J'ai été pendant 30 ans cuisinier, chef cuistot de l'Élysée. » Je dis « Non, c'est un truc de ouf. Ça, c'est typiquement un mec que tu pourrais recevoir dans les gens, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf, quoi. Je dis « Mais mec, j'ai tellement de questions à vous... Monsieur, j'ai tellement de questions à vous poser, c'est fou. » On devait faire d'autres choses, rencontrer d'autres gens. Le lendemain, je retourne, je dis « Monsieur, dites-moi tout. C'était quoi le plat préféré de Pompidou? Comment que vous aviez une bonne relation avec Mitterrand? Je veux tout savoir. » Et le mec me regarde comme ça, tu vois, longuement, il me dit « Je vois pas de quoi vous me parlez. Moi, j'ai été pendant 30 ans pilote de ligne chez Air France. » Je lui mains comme ça, il me regarde. Tu sais, dans ma tête, je me dis soit c'est moi, je suis fou, soit c'est lui, il est fou. Un de nous deux, on est fou, c'est sûr. Je lui dis « Mais monsieur, hier, vous m'avez dit que vous aviez cuisiné à l'Élysée. » Il me dit « Ah, pas du tout. » Puis il me regarde comme ça, il me dit « Moi, j'ai été le premier homme à traverser l'Atlantique à la voile. » Mais non. Je dis « Waouh !» Donc, je fais comme si de rien, tu vois. Et je vais voir l'infirmier, enfin l'aide-soignant qui était là, et je lui dis « Expliquez-moi. » Et il me raconte cette histoire que je trouve bouleversante, qui résume très bien ce qu'on veut dire dans les films. Dans les maisons de retraite, c'est que des histoires de cinéma. Il me dit « C'est un monsieur qui est resté avec sa femme 50 ans. Il a construit toute sa vie autour de son histoire d'amour. Sa femme, elle est décédée il y a 2 ans. Il n'a pas réussi à se remettre du décès de sa femme. Et sa manière à lui de faire son deuil, c'est de s'inventer des vies. Voilà. Il n'est pas fou, le mec. Hein. Il n'a pas Alzheimer ni rien. Il n'est pas malade. C'est juste qu'il s'invente des vies. Et il en est conscient. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien d'inventer des vies où il n'a pas vécu cette histoire d'amour qui, aujourd'hui, le fait tellement souffrir. Ah, waouh. Waouh. Mais mec, je suis resté bloqué, quoi. Et donc, j'avais envie de faire un personnage comme ça. Et le personnage de Lorenzo, donc de Jean Reno, dans le film, sans trop en dévoiler, évidemment, est un personnage qui a vécu un deuil douloureux et qui s'invente des vies. Sauf que, là où ça devient cool et où au cinéma on peut jouer avec les références, c'est qu'au lieu de s'inventer des vies à l'Élysée ou au pilote de ligne, il te dit... J'ai voyagé dans le temps. J'ai voyagé dans le temps. En parlant des visiteurs, etc. J'ai été plongeur en apnée, en parlant du Grand Bleu, ou j'ai été tueur à gages, en parlant de Léon. Donc oui, dans les vies qui s'inventent, on fait des références aux films mythiques du gars. Pourquoi? Parce que finalement, le cinéma, c'est s'inventer des vies. C'est exactement ce que ce monsieur fait. Évidemment. Tu vois, Jean Reno est un mec qui s'est inventé des vies toute sa vie. Et donc, oui, j'adore cette scène. Déjà parce que j'ai adoré ce monsieur et j'ai adoré le rencontrer.
Et j'adore le fait que quand je vois cette scène où Jean Reno dit « J'ai même voyagé dans le temps ». Mais ça, vous pouvez pas comprendre. Ouais, je trouve ça génial parce que ça fait aussi écho à plein de cinéphiles, à plein de gens qui aiment la carrière du mec. Et, j'irai même plus loin, ça donne, j'espère, envie à des plus jeunes, tu vois, de découvrir la filmographie de Jean Reno. Je vais faire rentrer dans un instant 2 personnes âgées qui ont accepté de venir. On a proposé, qui ont 2 particularités. Tu vas devoir deviner lesquelles. On va passer 3 minutes avec chacune. Avec plaisir. Elles sont apparemment exceptionnelles. Je n'ai pas pu les rencontrer avant parce que je veux garder la surprise aussi, parce que je vais jouer avec toi. On va les rencontrer ensemble. Vraiment, ils peuvent te confirmer. Hein, je les ai vraiment pas vus avant. Okay. Juste question avant. Je sais qu'elle est en train de mettre son micro. Comment t'as convaincu Jean Reno? Comment tu convaincs un acteur comme ça? Le scénario, il avait vu le premier. Comment ça se passe? Jean vit à New York, donc je suis parti là-bas. Je lui ai lu le scénario. Je lui ai expliqué ce qu'on voulait en faire, l'importance de ce personnage, les anecdotes que je te raconte là. Je lui ai tout dit. On a lu le script ensemble. Je crois que ce qui a fini de le convaincre, c'est quand il a vu le 1. Il a traîné un peu avant de voir le premier. Et quand il a vu le premier, il m'a dit ce truc que j'ai adoré, qui est con, hein. Il m'a dit vous vous moquez jamais. Il m'a dit c'est important pour moi. Il m'a dit c'est une époque où avec les réseaux sociaux, tout le monde se moque de tout le monde. Il me dit et vous dans votre film, alors que vous parlez d'un sujet qui est sensible, c'est les personnes âgées, vous riez avec elles, mais vous vous moquez jamais d'elles. Et moi j'ai envie de faire des films où on se moque pas. Et ça m'a touché. Il y a plein de phrases comme ça qui m'ont touché. Daniel Prévost, il m'a dit je sais que c'est peut-être un des rares films dans ma vie que je fais pour les bonnes raisons. Et je lui ai dit mais pourquoi? Il m'a dit parce que j'ai 84 ans. Donc je fais plus des films pour des raisons subsidiaires. Il dit quand j'avais ton âge, Kev, je faisais des films en espérant d'autres choses. Dans mes choix, j'incluais d'autres facteurs. Et moi, je suis le premier à le faire, c'est la vérité. Bien sûr. Tu te dis, je fais ce film-là, ou ce film-là, mais peut-être celui-là, il peut me permettre d'obtenir tel ou tel festival, telle ou telle prix, nomination, en tout cas, telle ou telle visibilité chez des gens qui ne me connaissent pas encore. Il y a de la stratégie dans les choix de films que tu fais. Bien sûr. À leur âge, il n'y en a plus. Daniel, il m'a dit, à mon âge, j'en ai plus. À mon âge, je sais pas si... Je m'en fous d'être sélectionné à un festival ou faire la couverture d'un magazine. Je le fais parce que ça va mieux. Je sais pas si l'année prochaine, je serai encore là. Je fais le film parce qu'il me plaît, le film. Je fais le film parce que j'ai envie de raconter cette histoire. Et il me dit, en fait, je réalise seulement aujourd'hui à 84 ans que ça devrait être la seule bonne raison de faire un film. C'est d'avoir envie de raconter le film. Point. Et mec, putain, t'entends ça, tu te dis, mais c'est tellement vrai. Et c'est pour ça que je suis trop fier de ce film. C'est parce que ça fait vivre des légendes du cinéma. Et des légendes du cinéma qui, je pense, sont à leur prime. Parce que justement, ils n'ont plus rien à perdre. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ils te donnent le truc, le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils ont envie de le faire, point barre, quoi. On va faire rentrer Claudie, si tu veux bien. Avec plaisir. On l'équipe, on rajoute le siège et on la fait rentrer. Enchantée, Claudie. Claudie, je vais proposer à Kev 3 possibilités sur ce que vous faisiez avant et pourquoi vous êtes là, d'accord? Oui. Et tu vas devoir deviner. Est-ce que Claudie Geffredo est vice-championne du monde de Scrabble? Est-ce que c'est l'inventrice de la bouteille en plastique? Est-ce qu'elle est recordman du pull tricoté le plus rapidement au monde? Vous pourriez avoir fait les 3, en tout cas. Franchement, c'est sans aucun doute. Oui, bien sûr. Je dirais le premier. Tu dirais le premier? Ouais. Vice-championne du monde de Scrabble? Ouais. Eh ben, c'est exactement ça. Vous êtes vice-championne du monde. Oui, l'an dernier, oui. C'est vous êtes... récent, c'est de l'an dernier, oui. Mais... Parce que le champion, c'est un homme, hein, figurez-vous. Non, mais au Scrabble, c'est la même... Même dans tous les jeux, et au Scrabble, c'est pareil, c'est les mecs qui... Ah, c'est vrai? Qui sont plus forts. Vous êtes arrivé 2e. C'est incroyable, oui. C'est dingue, quand même. Du monde? Oui. Mais le Scrabble, il y a beaucoup de pays qui jouent. Bah, il y a les pays francophones. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que... Donc, c'est la Belgique, la Suisse, le Québec, et un peu l'Afrique du Nord. Et vous êtes intouchable quand on joue avec vous? Ah bah, je pense championne du monde. Oui, il y a moyen. Oui. C'est quoi le plus long mot que vous ayez fait? Les plus longs mots, non. Bah, ça n'a pas un grand intérêt, le long mot, en fait, non. Non, je pose des questions. Oui. Non, mais je veux dire, le plus long mot, on a que... non, on prend que 7 lettres, donc c'est pas... Le plus long mot, c'est pas le plus intéressant. Il y a le coup le plus dingue, quoi. Il y a forcément un coup un peu marquant. Oui, non, j'ai pas le souvenir d'un coup marquant. Et pourtant, il a dû y en avoir quelques-uns, mais non. Je vous propose de faire quelque chose en 1 minute. 1 minute chrono. Oui. On va prendre les mêmes lettres avec Kev, vous et moi. Oui. Et
et on va essayer de faire le meilleur mot possible. Oui. D'accord? On a pris les lettres qui donnent le plus d'opportunités et on va voir celui qui arrive à faire le meilleur mot. D'accord? Ok. C'est réel, hein. Moi je ne l'ai pas préparé, vraiment, je ne vous ai pas rencontré avant. Et on note comment? Tiens, merci Louis. Ah non, faut faire un mot le plus long, ça. Oui, il faut dire le mot que tu as, tu vois. Puis on va compter les points, on va voir. On a 1 minute chacun pour regarder. Je vous les mets à l'image. C'est marrant de se faire. Alors, c'est quand même. Comptez les points, vous avez même les lettres, donc ça va être compliqué. Bah, ça sera le mot le plus long du coup. Exactement. Ah, c'est ça. Ah bah, Merci beaucoup. il faut tout mettre, hein, là. Hein. Attendez. Je chronomètre. On mettra en accéléré cette minute, mais comme ça, on a 1 minute chrono pour chercher à partir de maintenant, d'accord? T'as le droit de les toucher les lettres, hein, si tu veux tu sais. Ah, mais là, vous avez déjà trouvé un mot? Avec tout? Moi, j'en ai un, mais pas avec tout. Mais enfin. J'en ai un avec tout. Mais moi, je n'ai pas de mots, en fait, les amis. Voilà. Mais si, frère. Attends, me dis pas. Ah ouais, j'en ai un. Oh. T'en as un avec tout? Oh C'est là bien. là là, non, il en manque un. Ah non, il faut tout Vous avez mettre. un Il m'en avec manque tout? un aussi. Bah enfin. Et ça vous a pris combien de temps pour trouver le mot, là? Moi, j'en ai un. Vous êtes incroyable, on dirait un personnage de vie. Attendez. Attendez, vous faites... On peut conjuguer hein, au Scrabble. On peut conjuguer, attention. Ah non, mais moi, en Quand on conjuguant joue ou pas, ça change rien, mon mot, là. Ah, ça aide un peu quand même. Ça... Waouh. Attends. Allez, ça fait 1 minute. Attends, c'est... Bon, j'essaie de faire un mot un peu plus stylé, mais vas-y. Est-ce que t'es bon ou pas? Je suis pourri, frère. Alors vas-y, tu sais quoi? Commence par nous dire... Bon, on a pris un peu plus d'1 minute en réalité. Quel mot tu as, toi, au mieux? Bah, en fait, le mieux que j'ai pour l'instant, c'est tisane. Mais il m'en manque. Enfin, tu vois, il y a une lettre que j'utilise pas et je sens qu'il y a. Tisane. Il faut mettre les 7. Putain, moi, j'avais satire. Ah, bien joué. Satire, bah, c'est la même chose. Hein. Satire, tisane, on a le même nombre de En mots. fait, en fait. satire, tu peux mettre ENT à la fin. Bah non, mais ouais, il Non, manque bah, le T. ça marche. bah non, Ah, ouais. c'est ça. J'ai satire, Oui, ou alors voilà, j'avais j'ai entendu. sentir. Voilà, donc tu conjugues. Si t'as Sentira. sentir, demain tu sentiras. Putain, le con, je l'avais. Oh! C'était quoi votre mot? Moi, mon mot? Ouais. Alors, il y en a 20 des mots là. Bah, vous rigolez. Non. Il y en a 20, Avec, alors, Retsina, déjà, c'est un mot. Retsina? Retsina, c'est du rosé grec. Du Retsina, c'est un vin rosé grec. Quand on va en vacances, en Grèce, on boit du Retsina. Donc ça, c'est déjà un mot. Et c'est le tirage où il y a le plus de mots, il y en a 20. Attendez, vous pouvez donner un autre mot par exemple? Les plus courts. Alors, Anis. Ah non, ben non, il faut mettre les 7. Il y a 20 mots de 7 lettres. Ben, je sais pas, il y a entrée à IS, donc sentira, on a dit. Bon, ça c'est moins connu. Taniser, c'est bon, mettre du tanin, taniser. Si, bien sûr. Ratine, la ratine, c'est un tissu, ça vous dit quelque chose, les garçons? Non. Tissu. Un petit peu l'oratine, non? On demandera à ta mère. Ratine, mais il y en a 20, il faut en trouver 20, il y en a 20. Hein, Claudie Geffréo, vice-championne du monde. Vous faites quoi dans la vie? Ce que je faisais dans la vie, quand je travaillais dans l'immobilier. Maintenant, ce que je fais dans la vie, c'est du Scrabble. Ah bah, je fais que ça, hein, faut savoir hein, quand même. Hein. Merci beaucoup, Claudie, d'être venue. C'était voilà. juste pour nous montrer en 1 minute. Fascinant, bravo. Non, mais c'est vrai, bravo. Non, mais Bien c'est sûr vrai. que c'est fascinant. Mais Et non, en fait, non, il y a c'est ça dans vrai. le film en plus. Tu sais, on joue avec les lettres. Et moi, j'adore jouer avec les lettres. Oui, ah bah oui, bien sûr. Merci de vous être Donc, rendu disponible très rapidement. Je sais, Claudie, on vous a fait venir vraiment. Vous chercherez, il y en a 20. Hein. Il y en a 20. D'accord. C'est sûr qu'il y en a 20. Ah bah Pile. oui. Il n'y en a pas 19 ou 21. Non, il y en a 20. Et donc, Merci beaucoup. En regardant sur Internet, vous trouverez. Ah, vous êtes forte. Hein. Eh, vous m'avez impressionné. On se Hyper revoit dans 2 minutes. Merci beaucoup. Hein, On se Claudie. revoit dans 2 minutes? Ouais, merci beaucoup. Bah, pour se dire au revoir Trop quand fort, même. Claudie. D'accord. Merci mille fois d'être venu. beaucoup, c'est incroyable. Et on va faire entrer France Albert. C'est parti. Vous avez des jolies boucles d'oreilles, dis donc. Oui, c'est une copine qui me les fait. Pour moi. Elles sont très belles. France, Oui. enchanté. Déjà, on ne s'est pas vu avant, vraiment, on peut le Ah, confirmer. c'est vrai, hein. c'est vrai. Je vais donner 3 propositions à Kev. Tu vas devoir deviner laquelle est la bonne. Ok, D'accord? ça marche. Est-ce que France était championne de France de bodybuilding en 1983? Est-ce qu'elle était DJ hip-hop la plus connue dans les années 80 en France et en Europe? Ou est-ce qu'elle a été Super Mamie 2013? Championne de France de bodybuilding en 83, DJ hip-hop la plus connue dans les France, années vous avez 80. été une de ces 3 propositions.
Vous avez été. Oui, oui. Moi, je dirais Super Mamie en 2013. France, qu'est-ce que vous avez été? Super Mamie 2013, oui. Eh ben, c'est bien. Ça se voit, c'est une Super Mamie. Alors, c'est vrai que la Super Mamie, c'est celle qui tient la famille, hein. C'est Bien celle sûr. qui transmet les valeurs familiales. Et donc, c'est une élection qui a été créée il y a 28 ans déjà par Fabienne Ollier. Et tous les ans, dans chaque région de France, il y a une Super Mamie qui est élue. Et moi, je suis la Super Mamie d'Île-de-France 2013. Donc, voilà. Hier, j'étais à Amiens pour élire la Super Mamie d'Amiens de 2024. Qui va se présenter au concours final en novembre 2024. Parce qu'il y a une finale, hein. C'est comme les Miss France, mais sans la beauté. Hein. C'est pas la beauté, c'est les valeurs. La beauté est encore plus grande, croyez-moi. De Voilà. toute façon, moi, Miss France, je ne connais rien, je vous dire. Quels sont les critères pour être élu Alors, les critères, moi, c'est ma seconde fille, parce que j'ai 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon. Et c'est ma seconde fille qui a vu cette élection. Elle a vu ça sur Internet en disant... Maman, toi qui aimes les défis, hein, parce que à 50 ans, j'ai sauté à l'élastique, à 60 ans, j'ai sauté en parachute. Donc, elle me dit, toi qui aimes les défis, eh ben, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Vous avez plus de 60 ans? Je vais avoir 68 ans au mois de juillet. Ah là là, vous les faites pas. Vous ne les faites pas du tout, France. Et donc, ma fille m'a inscrit à cette élection en disant, maman, c'est pour toi. J'ai relevé le défi. Et puis, il y avait 3 épreuves. La première épreuve, vous devez vous présenter devant le public, dire ce que vous faites dans la vie. Donc, moi, je suis infirmière. J'ai pris ma retraite il y a exactement 6 ans et je me suis lancée dans le cinéma. D'ailleurs, j'avais postulé pour maison de retraite, mais bon, j'ai pas été prise. Et parce que vous faites pas du tout assez âgé, France. Oui, mais j'aurais pu être dans le personnel médical puisque je suis infirmière. C'est vrai. Et donc, ma fille m'a inscrit. Et puis, donc, il faut se présenter devant le public, dire ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on aime, etc. Et la deuxième épreuve, c'est un de vos enfants qui doit être sur place et qui doit expliquer quelles valeurs familiales lui a inculqué sa maman, quels sont les liens qu'elle a avec sa maman, etc. Et la troisième épreuve, c'est le challenge, la Super Mamie qui fait un défi. Et j'ai choisi de danser sur scène avec mes 2 premières petites filles, qui ont aujourd'hui 14 et 13 ans, mais à l'époque étaient toutes petites, avaient 2 et 3 ans. Et j'ai dansé une danse africaine, parce que je fais de la danse, je suis sportive, j'aime la vie, quoi. T'es fort. Vous êtes lumineuse. Et vous avez fait un saut à l'élastique à 60 ans? À 50 ans, j'ai sauté à l'élastique, hein, parce que je me donne des défis tous les 10 ans. C'est quoi pour 60 ans? Alors, à 40 ans, j'ai donné le défi de sauter du plongeoir de la piscine olympique, moi qui déteste mettre ma tête sous l'eau. À 50 ans, j'ai sauté en parachute. À 50 ans, j'ai sauté à l'élastique. À 60 ans, en parachute. Waouh. Et dans 3 ans, je vais avoir 70 ans. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire. Vous ne pouvez pas faire plus haut, je crois, là, maintenant. Hein? Pas plus haut, peut-être, Bah, si. J'avais pensé à la Aller dans l'espace. tyrolienne la plus longue. Dans l'espace, je ne pourrais pas me le payer dans 3 ans. C'est Ouais, cher, hein? c'est cher. Si vous faites du cinéma d'ici 3 ans, pourquoi pas? Oui, peut-être, oui. Si, voilà. Trop sympa. Oui, donc, voilà. Alors, félicitations. Ouais. Vous avez une écharpe de Super Mamie? Il y a Oui, une j'ai une écharpe. Apportez-moi mon écharpe. C'est trop Parce que gentil. l'écharpe, on la garde à vie, hein. Ah, vous la gardez à vie? Ah bah oui, 2013, mais bon, on va aux élections, on encourage les autres filles qui se présentent, Ouais, c'est comme les Miss France. une grande famille, quoi. Merci beaucoup. On fait partie d'une grande famille, c'est la génial. famille, Super Eh ben, Mamie. super de mamie, 2013. voilà. Félicitations, France. Génial. Merci beaucoup d'être venu nous faire un petit coucou. Merci de m'avoir invité. Hein. Vous êtes génial. Merci mille fois Ah d'avoir ouais, pris le temps. ça donne envie que vous soyez notre mamie, franchement. Vous êtes Bah oui, il adorable. n'y a pas de souci. Adorable. Je pourrais avoir une photo avec vous. Bah, avec grand plaisir, France. Bien sûr. Je vais mettre mon écharpe. Tout à l'heure. Merci. Merci d'une fois, France. Merci Tout beaucoup. de suite, France. Oui, d'accord. Et merci d'être venu, c'est Oui. trop mignon, c'est trop gentil. C'est génial. Maison de retraite 2 est dispo au cinéma. Les gars, je vous mets le lien de la bande-annonce en cliquable sous la vidéo si vous voulez le voir. Allez-y, franchement, moi je l'ai vu pour le coup et je te l'ai dit direct, mais moi j'ai vraiment bien aimé aussi. Et c'est des films que vous pouvez voir avec les enfants. C'est cool, tu peux faire une sortie, il n'y a pas de blagues gênantes, etc. Machin, pour les enfants. Et vous pouvez y aller avec vos grands-parents et avec toute la C'est famille. surtout l'idée. L'idée, c'est de partager ça avec les grands-parents, avec les petits-enfants. Et l'idée, c'est d'y aller en famille, quoi. C'est un film qui se partage en famille à fond. Et
et dans lequel, comme pour le 1, on y a mis tout notre cœur, tout notre amour, et puis beaucoup de messages aussi sur nos personnes âgées. Rappeler que c'est pas juste des problèmes, parce qu'en France, dès qu'on parle de personnes âgées, c'est pour parler des problèmes. Hein. La loi sur les retraites, le scandale Orpea, les scandales réguliers sanitaires ou de maltraitance dans les maisons de retraite. Donc ouais, l'idée, c'est un film qui est encore une fois pas un film lourd, chiant, morose. C'est un film coloré, sympathique, hyper drôle, hyper gaulerie, parfois caricatural, parfois potache. Mais l'idée, c'est justement de faire passer des messages. Je pense qu'avec le rire, on peut faire passer tous les messages. Et quand on a la chance d'avoir ce casting, Chantal Latsou, Jarry, Jean Reno, ils font tous le job à fond, ils sont tous trop marrants. Et entre les lignes, je suis sûr que beaucoup des spectateurs pourront recevoir des messages qui sont ultra positifs sur nos aînés. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Luna Espinosa aussi, qui joue, voilà, qui jouait dans le film de Franck Dubosc. À l'époque, était très très bien aussi, on l'embrasse fort. Merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. Toujours un plaisir, ce genre d'entretien. Voilà, là, on a vraiment on a pris le temps pour discuter un peu, refaire le monde. On est là depuis 2 jours, donc oui, je te confirme. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est un plaisir, gars. Merci à vous tous, les gars. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. Vous êtes 200 000 à nous avoir rejoints ce mois-ci. On est numéro 1 des podcasts audio aujourd'hui. Si vous voulez nous écouter en faisant du sport, sur la route ou quoi, on est dispo sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, Apple Podcast. On est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous de nous rejoindre chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. On met une interview sur les gens. Bisous tout le monde.